à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Michèle Vullien. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Union centriste du Rhône. Vous nous direz notamment ce que vous avez pensé du vote la nuit dernière au Sénat de la proposition de loi sur les violences faites aux femmes. Ça a un peu mal tourné dans l'hémicycle, on verra pourquoi. Durant ces 2 heures, nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera en salle des conférences et ce sera avec Fanny Conquis. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Caroline Deschamps, bienvenue, chef du pôle web de Public Sénat. On verra avec vous l'affaire Adèle Haenel sur les réseaux sociaux. Ben oui, violence sexuelle, réseaux sociaux et justice, un triptyque difficile. Tam Tranu, une audition très forte aujourd'hui au Sénat sur l'incendie Lubrizol. Et oui, la gestion de l'incendie a été cataclysmique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une experte qui a été entendue ce matin par les sénateurs. Et enfin, Jonathan Dupriez. Bonjour Jonathan. Bonjour Rebecca. Alexandre Benalla sort un livre. Et oui, sort un livre surprise que j'ai ici, Ceux qu'ils ne veulent pas que je dise. Et je vous en parle, entre anecdotes, règlement de compte et mea culpa. On a hâte de tout savoir. Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons sur les critiques autour du budget de la sécurité sociale. Il ne satisfait ni à gauche ni à droite. Les sénateurs LR ont même donné une conférence de presse tout à l'heure pour exprimer ce mécontentement. Le trou de la Sécu est parti pour durer encore longtemps. Les mesures gilets jaunes non compensées sont en cause. Y a-t-il un choix idéologique de la République en marche derrière tout cela? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, retour sur ce vote très agité cette nuit au Sénat. Sur le papier, la proposition de loi sur les violences conjugales était consensuelle. Le vote était même une formalité. Elle a bien été adoptée, mais pas du tout dans l'ambiance qu'on imaginait. Vous avez même été surprise, Michèle Vullien, vous nous direz tout dans un instant. D'abord les faits et les réactions, c'est avec Cécile Sixou. A priori, tout devait bien se passer. La proposition de loi sur les violences conjugales se présentait comme un texte consensuel. Mais après plusieurs heures de débat, tout a basculé. Les sénateurs de la gauche ont quitté l'hémicycle. Toutes leurs propositions étaient systématiquement rejetées. Cet article 2, nous nous abstiendrons, nous n'y ferons pas obstacle. Mais ensuite, nous allons vous laisser travailler entre vous. Chaque fois que des propositions semblaient pouvoir emporter la conviction de ceux qui étaient présents, gauche-droite confondus, la droite, la commission, a demandé un scrutin public. Il faut savoir qu'au Sénat, le scrutin public, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque une seule personne vote pour tout son groupe. En d'autres termes, la droite, peu présente sur les bancs, a, grâce au scrutin public, pu imposer ses votes au détriment de la gauche dont les rangs étaient étoffés. Être présent n'a aucun sens, aucun intérêt. C'est en fin de compte les absents qui votent. Avec le scrutin public, un président de groupe fait tomber toutes les voix de son groupe. Donc les absents infligent une défaite à ceux qui sont présents. Il y a quelque chose de profondément immoral qui n'est pas acceptable, et c'est pour ça qu'on a considéré à ce moment-là qu'on ne voulait plus participer à ce jeu de dupes qu'était un examen en trompe-l'œil d'une proposition de loi. Marie Mercier, la rapporteure du texte au Sénat, se défend. Si la droite a utilisé le scrutin public, c'était pour assurer que les amendements de la commission soient votés. Nous avons suivi la position de notre commission qui a été adoptée à l'unanimité sur certains points. Nous savions qu'il y aurait des débats en séance, c'est normal, la séance est faite pour ça. Si nous faisons des scrutins publics, c'est parce que nous tenons à faire passer ce qui a été voté en commission. Plusieurs sénateurs ont également regretté les blocages du gouvernement. Ils l'accusent, à quelques semaines de la fin du Grenelle des violences conjugales, de vouloir garder le monopole sur le sujet. Nous devons pouvoir travailler et en toute objectivité, en dehors du calendrier du gouvernement. Les femmes ont trop attendu. Il y a une urgence vitale pour ces femmes et nous n'avons pas été, hélas, au rendez-vous hier soir. Le gouvernement rendra ses conclusions sur le Grenelle des violences conjugales le 25 novembre. Allons plus loin donc sur ce sujet. D'abord avec vous, Michèle Vullien, oui. Bienvenue à nouveau. Vous aussi, vous trouvez que c'est un examen en trompe-l'œil. Vous avez été surprise par l'ambiance. Alors j'ai été surprise par l'ambiance, mais je dois dire que sur des sujets qui sont des sujets durs de société, des sujets qui mêlent de la passion, et effectivement de la passion et de la compassion. Et à un moment donné, moi aussi j'ai voté contre ce que disait le rapporteur, la rapporteure en l'occurrence. Puis à un moment donné, j'ai dit à mes collègues du groupe, mais faisons attention, ne nous laissons pas emballer
parce que il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet. Il y avait donc Marie Mercier qu'on vient de voir là. Il y avait également quelqu'un de la commission des lois qui est avocat. Et quelquefois, sous le coup de l'émotion ou du sujet un petit peu tendu, on risque de prendre des décisions sans mesurer les effets de bord, hein, comme on dit en informatique. Ces effets de bord qui ont été beaucoup travaillés dans la commission. Alors, c'est vrai que... Et comment vous vous expliquez que ça ait mal tourné? Vous incriminez qui? Alors, j'incrimine personne, mais à un moment donné, c'est vrai. Alors, ce qu'évoque la collègue sur le scrutin public, moi, depuis très longtemps, puisque la première fois que j'ai vu ce vote au Sénat, je suis toute nouvelle sénatrice, parce que ça ne fait que 2 ans, j'ai été surprise, pour pas dire... choquée. J'ai été choquée parce que pour moi, dans toutes les instances où j'ai pu siéger, c'est une voix plus un pouvoir, quelquefois 2 dans des cas spécifiques, mais pas tout le monde. Et donc, vous avez senti, vous aussi, que Nicole Belloubet bloquait un petit peu parce que finalement, elle attend les propositions issues du Grenelle? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Elle bloquait, mais de façon, j'allais dire, technique, parce que c'est vrai qu'il ne fallait pas mélanger le civil et le pénal, que moi, je ne suis pas juriste. Et là, il y avait des juristes. Ce distinguo entre le civil, le pénal, l'histoire du bracelet électronique. Alors, on peut penser, quand on n'est pas... Bon, ben voilà, c'est facile, on met un bracelet, etc. Mais, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Donc, pour vous, elle était de bonne foi, elle a bloqué. Moi, je crois qu'elle était de bonne foi, techniquement. Hein. Alors, Michèle Vullien, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets. Ceux choisis par nos chroniqueurs. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Caroline Deschamps, vous ouvrez le bal. Retour avec vous sur l'affaire Adèle Haenel, qui a été le sujet des derniers jours. Oui, on peut le dire, hein, le témoignage d'Adèle Haenel sur les violences sexuelles qu'elle a subies alors qu'elle était adolescente. Mais le cinéma français face à MeToo, 2 ans après le lancement du mouvement et du hashtag. Alors, rappel des faits. Après une enquête fouillée de Mediapart, l'actrice Adèle Haenel sort de son silence en live sur le plateau du site d'Info. Elle raconte l'emprise, les attouchements qu'elle a subis pendant 2 ans suite à son premier film par le réalisateur Christophe Ruggia. L'actrice explique qu'elle parle grâce à MeToo et dit qu'aujourd'hui, parler est une responsabilité pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire. Regardez. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Alors, son témoignage a été largement relayé sur les réseaux, a été salué par de nombreuses personnalités du cinéma, dont Marion Cotillard, qui a publié un long post sur Instagram, je cite « Tu brises un silence si lourd, ton témoignage est d'une puissance inouïe, il résonne profondément », écrit-elle. Et il est vrai que ces révélations ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du cinéma. Conséquence, Christophe Ruggia, le réalisateur incriminé, va être radié de la Société des réalisateurs de films, qui a immédiatement apporté son soutien à Adèle Haenel. Christophe Ruggia, qui est également sorti de son silence par un droit de réponse à Mediapart. Alors, il nie toute agression, mais admet avoir, je cite, commis l'erreur de jouer les Pygmalions et lui demande de lui pardonner si elle le peut et d'ajouter « Mon exclusion sociale est en cours, on dresse hors de tout procès des pilori médiatiques ». Et oui, car Adèle Haenel n'a pas souhaité saisir la justice. Et oui, elle s'en explique en dénonçant le peu de condamnation dans ce type d'affaires. Regardez. J'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que je travaille suffisamment, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, j'ai, je sais pas, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Et je voulais juste le faire, en fait, si vous voulez, c'est même pas... C'est pour leur parler à elles et à eux, en fait.
Alors, ce qui est vrai, c'est que selon les chiffres du ministère de 2016, 73% des plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite, Rebecca. Alors, pour autant, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, estime qu'elle a tort et a conseillé sur France Inter à l'actrice de porter plainte. Ça a été une formulation un peu malheureuse qui a suscité toute une vague d'indignation sur les réseaux. Dans la foulée, le parquet de Paris s'est auto-saisi et a ouvert une enquête préliminaire pour, je cite, agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, sur personnes ayant autorité et pour harcèlement sexuel. Alors, interrogé ce matin sur France Info, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a souhaité rassurer Adèle Haenel et explique qu'elle doit faire confiance dans la police et la justice. Regardez. Il faut la rassurer parce qu'elle porte un traumatisme extrêmement violent de ce qu'elle évoque avoir subi. Et donc, je veux la rassurer sur ce sujet et lui dire que la police comme la justice seront à ses côtés. Et surtout, je veux lui dire à elle qu'elle doit faire confiance dans la justice. La justice s'est saisie elle-même de l'instruction de ce dossier. Alors Christophe Castaner ajoute également, je cite, c'est important, le temps de la justice est un temps qui est un peu long. Pour condamner quelqu'un, il faut accepter ce temps long. La précipitation n'est jamais la meilleure conseillère de la justice. Fin de citation. Alors c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'infos, le temps médiatique et le temps judiciaire sont en effet aux antipodes. Et que dire d'un changement de culture, de mentalité? En tout cas, le législateur, on l'a vu, s'y emploie. Les associations féministes aussi, elles appellent le 23 novembre à une marche contre les violences sexuelles et sexistes, 2 jours avant la fin du Grenelle. Michel Vullien, qu'est-ce qui vous choque le plus? Que Adèle Haenel n'ait pas pu porter plainte en se disant la justice ne m'aidera pas, ou ce procès médiatique dont on parle? En fait, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu des deux. C'est cet emballement médiatique et les réseaux sociaux. Là, je ne vais pas faire le procès des réseaux sociaux, mais je pense que cette immédiateté, quand on se met à lire, à descendre, on voit un article, on descend tout ce qui peut se dire, c'est tout et n'importe quoi. Donc, quelque part, c'est très compliqué. Là, c'est une affaire excessivement douloureuse, très intime. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'elle ait une grande notoriété et que cette jeune femme, je veux dire, on la croit. Il faut qu'elle use de cette notoriété pour aller en justice. Et je crois que c'est comme ça qu'elle pourra rendre service aux autres femmes qui n'auront pas la capacité d'aller en justice. Mais ce que je pense, et je comprends aussi pourquoi elle dit, il y a tellement peu, et vous venez de citer le pourcentage très faible finalement, de condamnation. Donc, je pense là, il faut qu'on accélère la formation dans les commissariats, dans les gendarmeries, pour lorsqu'une femme vient porter plainte, ce ne soit pas un homme un peu goguenard qui va dire oui, bon, ça va, et puis qui va juger si elle est avec des stilettos, si elle est décolletée, etc., en disant elle l'a bien cherché. Parce que c'est ça, le regard qui est souvent porté. C'est très compliqué, parce que c'est parole contre parole. Et la difficulté, j'avais regardé justement pourquoi ce pourcentage assez inquiétant, où il n'y a pas de condamnation, parce que c'est parole contre parole, et que pour avoir des preuves, il n'y a pas de preuves. Donc je pense que son rôle, et si elle est courageuse de s'exposer comme elle s'expose, c'est effectivement d'aller en justice. Allez, Tam Tranu, on change de sujet avec vous. Retour sur les travaux de la commission d'enquête sur Lubrizol. Ce matin, les sénateurs ont auditionné une ancienne directrice de recherche à l'INSERM. Elle s'est montrée très alarmiste sur les conséquences de l'incendie. Et oui, l'audition était assez angoissante. Elle a scotché un certain nombre de sénateurs qui ont pourtant déjà entendu de nombreux experts. Pour Annie Thébault-Moni, aucune mesure de précaution efficace n'a été prise. Pour elle, il aurait fallu immédiatement réagir et avertir la population. Écoutez ce qu'il aurait fallu faire. Il y a une usine chimique qui brûle. Restez chez vous, fermez vos commerces, ne sortez pas et on va faire des analyses de ce que ce nuage a transporté. Voilà la marche à suivre, selon elle. Des précautions à prendre impérativement, car les conséquences de Lubrizol, pour elle, sont très graves en termes de santé publique. Écoutez. Les conséquences, dans une situation comme Lubrizol, c'est vrai que, je vais être très rapide là, c'est vrai que c'est des conséquences à long terme. Les cancers, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 5 ans, ça peut être dans 10, 20, 30.
Les autorités ont tout de même pris des mesures rapidement après l'incendie du 26 septembre. Tam, est-ce qu'elles ont été vraiment défaillantes? Oui, il y a eu des mesures de confinement qui ont été prises rapidement, mais dans un rayon assez restreint, de seulement 500 mètres autour du site. Et puis beaucoup d'habitants ont expliqué n'avoir pas eu d'informations directes qui leur étaient destinées. Ils se sont informés, comme tout le monde, grâce à Internet. Et puis, ajouter à cela les écoles qui ont eu des consignes très variables, certaines qui ont été fermées, d'autres qui ont accueilli les élèves et qui les ont confinés. Tout cela était quand même très peu clair. Alors, en termes de communication, l'experte, ce matin, a également taclé le gouvernement. Oui, rappelons que le premier à avoir pris la parole ce jeudi 26 septembre, c'était Christophe Castaner. Et à l'époque, il dit non, il n'y a pas de danger et il n'est même pas nécessaire de se confiner. Depuis, on se rappelle bien sûr que l'exécutif a été très critiqué. On l'a accusé de minimiser, dans un premier temps, les dangers de cet incendie et de manquer de transparence. Annie Tebow-Moni n'a pas été plus tendre lors de son audition ce matin. Écoutez. L'obsession des pouvoirs publics de rassurer les aveugle complètement sur cette exigence qui est celle de tous ceux qui savent de dire les choses. Ce qui rassure, c'est la réalité des faits et comment on les combat. Depuis, l'exécutif a tenté de faire amende honorable avec des points quotidiens. Édouard Philippe lui-même a avoué qu'il ne savait pas tout depuis le début. Il a aussi beaucoup chargé la communication et la responsabilité de l'entreprise Lubrizol. D'ailleurs, il a aussi été question de la gestion de la sécurité par Lubrizol et par les sous-traitants. Et oui, c'était un problème qui avait été révélé par Le Monde, le quotidien qui, dans une enquête le 22 octobre, avait expliqué avoir lu un rapport qui était alarmant sur les sous-traitants qui interviennent sur les sites industriels normands. Regardez, l'étude montrait que la moitié des entreprises reconnaissent ne pas en savoir assez en termes de sécurité et un quart des sous-traitants admettent taire des dysfonctionnements par crainte de sanctions. Autre exemple marquant pris par Le Monde, 92% des sous-traitants n'ont pas été formés au maniement d'un extincteur. Pour Annie Tebow-Moni, la solution à privilégier, finalement, elle est très radicale. Tout simplement, la seule mesure efficace de prévention serait l'interdiction de la sous-traitance sur les sites Céveso et les sites industriels. Rappelons que Lubrizol avait recours à des sous-traitants pour la mise en fût des produits chimiques et aussi pour leur stockage. Une solution radicale mais nécessaire, Michel Vullien? Alors, je pense que sans doute il faudra toujours des sous-traitants, mais que les sous-traitants soient traités comme un site Céveso. Ouais. Parce que c'était ça le problème. C'est pas le fait qu'il y avait des sous-traitants, c'est que le sous-traitant avec des produits dangereux, il était hors du périmètre Céveso. Donc avec des normes moins exigeantes, vous voulez dire? D'après ce que j'ai compris. Donc à un moment donné, on va pas dire il n'y a plus du tout de sous-traitants. Mais je pense il y a un problème de formation de toute quand même, la des chaîne. Sous-traitants sur la sécurité, oui, mais justement, qui a été pointé du doigt par ce rapport. Oui, mais que toute la chaîne qui a affaire dans cette zone Céveso soit formée, tout à fait. Et je pense aussi que dans les réactions qui ont été tout de suite, il y a eu effectivement le périmètre que vous avez évoqué de 500 mètres, mais il y avait ce fameux nuage qui a continué à se déplacer, oui. Ce panache qui avait des retombées et où tout le monde se demandait ce que c'était. Moi, j'ai l'impression... j'ai jamais eu à vivre personnellement cet état. J'ai vécu un gros accident avec une trentaine de morts d'un coup, etc. Comment la chaîne se met en place. Mais on n'est pas de la même façon. Mais ceci dit, dans toutes les communes, on a des protocoles où on sait, et c'est le maire qui est le patron de la sécurité qui doit avoir... Parce que je disais que la métropole de Lyon avait 34 sites Céveso, dont 24 en seuil haut. Quand même. Oui. Et on a eu des accidents très très forts, à Fezin par exemple. Donc je veux dire, il faut aussi cette culture du danger, culture du risque. On sait aussi que les sites Céveso sont quand même sous surveillance, mais qu'en même temps, et c'est là où la population, elle veut pouvoir continuer à vivre. Et pas à dire, on n'est plus... Alors, il y a des endroits où les gens savent qu'ils prennent de l'iode parce qu'il y a de la radioactivité, etc. Donc là, sans doute, il n'y avait pas forcément des précautions spécifiques. Et malheureusement, c'est au moment où il y a comme ça une mise en danger des citoyens qu'on se dit comment fonctionne la chaîne finalement la chaîne de commandement qui va déterminer qu'est-ce qu'il faut faire. Vous évoquiez les écoles avec des préconisations différentes. On nous a toujours dit dans une chaîne,
c'est confinement des écoles et les parents ne vont pas chercher les enfants. Là, ils ont eu les informations très tard, en tout cas les écoles, c'est ce qu'elles disent. Mais normalement, voilà. Alors, ils avaient eu à 9h alors que certains élèves étaient déjà rentrés, donc vous voyez, bon, c'était... Oui, mais voilà. C'est tout l'intérêt de cette commission d'enquête. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur ceux qui étaient là et qui ont eu à vivre, parce que je pense que globalement, malgré tout, ça s'est bien passé. Alors après, ce que dit la spécialiste sur les conséquences à long terme, il faudra sûrement... Je n'ai pas compétence pour parler des conséquences, mais de toute façon, avoir un œil vigilant sur l'état de santé, sur l'épidémiologie du secteur. Allez, Jonathan Dupriez, on va terminer avec vous. Ce club, Jonathan, vous avez lu pour nous l'ouvrage Surprise d'Alexandre Benalla, qui sort aujourd'hui chez Plon. Ça vous fait déjà rire. J'ai hâte d'avoir votre réaction, Michel Julien. Alors, c'est un peu pêle-mêle, c'est un peu son autobiographie, sa relation avec Emmanuel Macron, et quand même une forme de mea culpa. Oui, c'est un peu tout ça à la fois. Donc cet ouvrage a 49 chapitres, au gré desquels Alexandre Benalla réécrit l'histoire, son histoire, à la fois son histoire personnelle, mais aussi l'histoire de l'affaire qui porte désormais son nom. Alors ça va même de son enfance, en passant par son ascension à En Marche, à l'Élysée, jusqu'à ce qu'il appelle sa chute, c'est-à-dire voilà, l'affaire Benalla. Regardez, il explique sa démarche dans un tweet. Il dit « Des gens ont écrit une histoire qui n'est pas la mienne. Ils m'ont mis sur une scène, puis ils ont éteint le projecteur. Mais moi, je reste sur la scène et je rallume le projecteur. » Sans commentaire. Le livre s'ouvre donc sur le tourbillon dans lequel il est emporté au moment de l'affaire Benalla, ses interrogatoires, la perquisition controversée à son domicile et ces longs moments d'introspection où justement il est en garde à vue et c'est l'occasion pour lui d'avoir certains remords, notamment par rapport à sa famille. Et très vite, il comprend aussi qu'il est en train de tout perdre. Donc il dit par exemple, il y a quelques heures, j'étais au sommet de l'État, je ne veux pas me l'avouer, mais c'est déjà fini, écrit-il, alors qu'il est en garde à vue. Ouais. Donc ces pages sont aussi l'occasion pour lui de reconnaître certaines erreurs. Regardez cette infographie. Il dit, des erreurs ont été commises évidemment par moi, c'est certain, mais il semble malgré tout que j'ai le dos bien large et je suis loin d'être le seul responsable de ce naufrage. Je suis le fusible utile du pouvoir. Oui, c'est la phrase qui est beaucoup ressortie aujourd'hui. Et à de nombreuses reprises, on sent aussi une volonté chez lui de minimiser les faits qui lui sont reprochés. Notamment, il y a une anecdote qui m'a fait sourire lorsqu'il décrit les piles de dossiers des enquêteurs qui mènent les interrogatoires. Et il dit, visiblement, ils ont abattu un travail considérable, mais dans quel but ? On a donc le sentiment aussi qu'il essaie de reprendre la main, reprendre le contrôle sur un récit qui lui a échappé à un moment. Et sur le fond, pas de grosses révélations, plutôt des anecdotes finalement sur l'envers du décor de la Macronie, quoi. Voilà, pas de grosses révélations, sachant qu'il a 6 affaires judiciaires en cours, Alexandre Benalla, notamment pour les passeports diplomatiques, les contrats russes, j'en passe évidemment les violences, la place de la contre-escarpe. Mais cet ouvrage, il pourrait intéresser les personnes voilà, qui trouvent sa personnalité multifacette intéressante. Ils pourront en apprécier le caractère anecdotique, c'est un ouvrage assez anecdotique en vérité. Donc il y a la descente des Champs-Élysées avec le bus de l'équipe de France, Emmanuel Macron qui est exfiltré par une échelle au journal La Provence, bloqué par des taxis, ou alors l'omniprésence de Brigitte Macron dans la campagne. Et parfois, ces anecdotes, elles traduisent quand même l'appétit insatiable d'Alexandre Benalla pour le pouvoir. Il revient par exemple sur son entretien d'embauche avec un cadre d'En Marche juste avant la campagne présidentielle, et on lui propose à ce moment-là de quitter un poste confortable à l'Office européen des brevets. Et regardez ce qu'il répond. Il répond « Super le deal, quitter un boulot et un salaire à 5 chiffres pour aller faire du bénévolat. Quel fou peut accepter un tel marché ? Je sais d'emblée que je vais y aller. Faire une campagne présidentielle, ça ne se refuse pas. » Et Alexandre Benalla en profite aussi, et quand même, j'allais dire, pour régler quelques comptes. Oui, il règle quelques comptes, notamment avec les hauts fonctionnaires, ces costumes gris, comme il les appelle. Et surtout, dans le collimateur d'Alexandre Benalla, il y a Ismaël Emelien, qui est le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, enfin l'ex-conseiller spécial. Et quand l'affaire éclate, souvenez-vous, il y avait un mystérieux compte Twitter qui avait relayé, un compte Twitter pro-Macron, qui avait relayé une vidéo où l'on voit 2 manifestants jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Et ces 2 manifestants, c'est ceux qu'Alexandre Benalla a molesté. Et donc cette vidéo était censée alimenter un contre-feu pour dédouaner en partie Alexandre Benalla de ses actes. Et donc
Alexandre Benalla, dans l'ouvrage, il est formel, il dit qu'Ismaël Emelien était bien au courant de l'existence de cette vidéo. Il dit « Et pour la vidéo, je dis que c'est toi », demande Benalla à Emelien la veille de son premier interrogatoire. « Oui, tu leur dis que tu me l'as donné. Allez, courage vieux », lui répond l'ancien conseiller du président. Ah, et puis il y a une question qui nous brûle les lèvres ici au Sénat et à Public Sénat. Est-ce qu'il parle, oui ou non, de cette commission d'enquête sénatoriale qu'il a quand même entendue à 2 reprises, hein? Je ne vous cache pas que moi, j'ai vraiment cherché cette information dans l'ouvrage. Il faut attendre le 46e chapitre intitulé « Audition au pluriel ». De cette première audition, il s'étonne d'être convoqué très tardivement après les révélations du 1er mai, mais il dénonce une audition jouée d'avance. Il est un peu désabusé quand il y arrive. Et pour la seconde audition, il dit qu'il arrive la boule au ventre face à des sénateurs revanchards qui aiment le détester, selon ses mots. Nos collègues Cécile Sixou et Samia Dechir sont allés demander à des sénateurs qui étaient membres de la commission Benalla s'ils allaient lire cet ouvrage. On les écoute. Alors ça, c'est pas prévu, mais vous voulez me l'offrir? Non, je pense que ce jeune homme a un problème de narcissisme. Je ne crois pas qu'il me l'enverra dédicacé. Donc je vais sans doute l'acheter parce que professionnellement, je suis quand même obligé d'en prendre connaissance. Merci. Donc j'ai une question pour vous, Michèle Vullien. Allez-vous lire cet ouvrage? Écoutez, vous ne croyez pas que ça suffit avec l'affaire dite Benalla? Et pourquoi vous lui faites de la pub comme ça, ce garçon? Moi, tout ce que je vois dans cette affaire, c'est que ça nous a décalé sine die la révision constitutionnelle dont on avait bien besoin pour la métropole de Lyon pour changer le mode électoral. Il y avait des conséquences derrière. Pour moi, c'est vraiment... Mais est-ce que cette affaire, elle n'a pas valorisé le travail sénatorial aussi? Alors, ça a valorisé le travail sénatorial. Je pense que, quelque part, on aurait été heureux de s'en passer. Mais ça a montré, malgré tout, alors, en toute chose, malheur est bon, ça a montré aussi comment des sénateurs faisaient bien leur travail, alors qu'on pense toujours que c'est des gens qui dorment dans un coin. On a pu voir que ce n'était pas le cas, qu'il y avait une grande rigueur. Et je ne pense pas qu'il y avait une haine ou une détestation, etc. C'était simplement vouloir faire la vérité. Moi, je n'étais pas dans cette commission, mais je pense là que les collègues ont vraiment fait un excellent travail. Et ça a montré, ça a mis en lumière le travail parlementaire qui n'est pas seulement ce que peuvent en percevoir les citoyens. Et on arrête de lui faire de la pub. ALPL, la suite, c'est ça se passe chez vous. Et ce qui se passe chez vous, ce sont les dégâts liés aux fortes intempéries. C'est de plus en plus fréquent, de plus en plus violent. Cette semaine, Public Sénat est allé dans l'Aude, frappé l'année dernière par de fortes inondations. C'est la ville de Trèbes qui en avait payé le plus lourd tribut. Des enseignements ont-ils été tirés un an après, notamment en termes de prévision, d'anticipation de ces phénomènes climatiques. Nos journalistes Marion Vigreux et Adrien Develet se sont penchés sur la question sur place dans l'Aude. Reportage. Dans le cadre du dispositif Orsec, le préfet déclenche le 15 octobre 2018 à 1h30 le centre opérationnel départemental. Il dirige les secours des forces de l'ordre, mais également des pompiers. En tout, ils seront 1000 à être mobilisés, dont ceux de Carcassonne qui reçoivent ici les appels des sinistrés et coordonnent les interventions sur le terrain. Nous allons les rencontrer. Le SAMU. Merci. Denise, dans la nuit du 14 au 15, pompiers, gendarmes, police, vous avez pris tous les appels de détresse qui vous arrivaient. Exactement, cette nuit-là, donc nuit très compliquée pour les services de secours en général. On a entendu au téléphone des gens qui finissaient à être submergés par l'eau et dont on ne pouvait plus porter secours. Moi, je pense qu'il faudrait renforcer le personnel. Colonel Benedettini, on se retrouve devant la carte du département de l'Aude. L'année dernière, c'est tout le département qui était en vigilance orange. Si des améliorations doivent être faites, de quel côté doivent-elles venir? On a fait des retours d'expérience, nous, en interne, sur les domaines de la cartographie, sur la localisation des zones, etc., la connaissance des points particuliers. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus, ce sont des couvertures radar beaucoup plus denses qui permettent de suivre les masses nuageuses avec beaucoup plus de précision et nous prévenir à la fois de l'intensité probable de la lame d'eau et également de la localisation. Comment mettre en place un dispositif opérationnel quand on ne connaît pas la localisation précise de l'événement?
Nous avons quitté Carcassonne et le département de l'Aude pour rejoindre Toulouse, à 100 km de là. Pourquoi Toulouse? Eh bien parce que c'est ici que se trouve le siège de Météo France et parce que c'est ici que se trouve également le radar qui couvre le département de l'Aude. Trop loin pour les pompiers de Carcassonne qui réclament plus de radars. On va voir ce qu'en dit Météo France. Axel Deloncle, vous êtes responsable du service radar ici à Météo France. On se trouve à Toulouse. Expliquez-nous, quel est ce radar? Quel territoire couvre-t-il? Tous les radars du réseau de Météo France sont capables de détecter les précipitations sous toutes leurs formes, donc la pluie, la neige, la grêle. Ce radar-là a une portée d'environ 250 km. L'enjeu aujourd'hui pour Météo France n'est pas d'avoir plus de radars dans des territoires qui sont déjà largement couverts par des radars. Comme je le disais, l'enjeu est davantage de mieux utiliser les radars qu'on a et de mieux les combiner avec d'autres sources d'informations, par exemple des pluviomètres ou des images satellites. Juste en dessous se trouve le Centre national de prévision. C'est ici que les agents exploitent les observations et c'est notamment ici que sont déclenchées les vigilances. Philippe Arbogast, vous êtes le directeur de la prévision générale ici à Météo France, des prévisions plus localisées. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer d'améliorer? Nous améliorerons nos modèles de manière continue et nous allons aussi essayer d'améliorer nos procédures d'avertissement, essayer de donner des éléments sur la possible survenue d'un épisode précipitant. Nous allons dans les 2 années à venir perfectionner le système de vigilance en le rendant infradépartemental. Et puis nous avons également un produit d'avertissement pour le très très court terme, basé sur l'observation radar à l'échelle des communes. Selon les chercheurs et du fait du réchauffement climatique, les phénomènes de pluie et d'orage intenses vont se multiplier dans les années à venir, touchant plus particulièrement la côte méditerranéenne. En attendant, pour vous informer au mieux, vous pouvez aussi télécharger l'application de Météo France pour recevoir des notifications par département en cas d'alerte orange ou rouge. Un reportage dans l'Aude signé Marion Vigreux et Adrien Develay. Merci Michel Vullien d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Allons plus loin. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi au budget de la sécurité sociale qui sera débattu dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine et les discussions s'annoncent très tendues. Pourquoi? Eh bien parce que le gouvernement a décidé de ne pas compenser les mesures dites gilets jaunes. Le résultat, c'est que le budget de la Sécu, ça retombe. Les sénateurs LR ont largement exprimé leur mécontentement tout à l'heure. C'était lors d'une conférence de presse. Explication Samia Dechir. Après les sénateurs socialistes, c'est au tour des Républicains de dénoncer aujourd'hui le creusement annoncé du déficit de la sécurité sociale. Alors qu'il était presque à l'équilibre en 2018, le budget sera déficitaire de 5 milliards d'euros l'an prochain. Un déséquilibre dû à une perte de recettes de 3,7 milliards d'euros, dont 2,7 milliards s'expliquent par les mesures accordées après la crise des Gilets jaunes, essentiellement des suppressions de cotisations. Une perte non compensée par l'État, dénoncent les Républicains. Pour eux, Bercy plonge les comptes de la Sécu dans le rouge et menace la survie d'un système paritaire basé sur les cotisations sociales. Le danger de tout cela, c'est que progressivement, c'est un système financé par l'impôt, donc un système du type anglo-saxon, le safety care. Et ce système anglo-saxon, s'il est mis en place complètement, un jour, vous serez remboursé en fonction de vos moyens. Compenser la perte de recettes liée à des mesures prises par l'État est normalement une obligation légale depuis 1994. Les Républicains vont tenter de l'obtenir en amendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale la semaine prochaine. Ils dénoncent aussi l'insuffisance des moyens budgétés pour 2020. L'an prochain, le secteur de la santé devrait économiser 4 milliards d'euros, dont 800 millions d'euros pour l'hôpital. Pour la droite sénatoriale, le rythme des économies n'est plus tenable. Il est urgent de réformer le système. On aura des propositions sur la réforme de la retraite. On proposera 64 ans parce qu'on dira aux Français, il ne faut pas se cacher. Si on ne recule pas l'âge de l'âge de départ à la retraite, ce sera moins de pouvoir d'achat. On sera obligé de baisser les pensions et nous voulons garantir le pouvoir d'achat des retraités. L'an prochain, les retraites et prestations familiales ne seront pas revalorisées à hauteur de l'inflation. La branche retraite va donc perdre 600 millions d'euros et la branche famille 400 millions d'euros. Et
avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Agnès Verdier-Molinier, bienvenue, directrice de la Fondation IFRAP et auteure de ce livre En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bienvenue à vous également, conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS, cofondateur de Gauche Nouvelle. Jean-Marc Gabouty, bienvenue, vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne, Rassemblement démocratique et social européen, vice-président du Sénat, membre de la commission des finances. Daniel Chassaing, bienvenue à vous également, sénateur Les Indépendants de la Corrèze, vice-président de la commission des affaires sociales, et vous exercez toujours en tant que médecin, je crois. Merci infiniment. Merci à tous les quatre d'être ici. L'exécutif annonçait la fin du trou de la Sécu. Finalement, on a compris que c'était raté parce qu'a priori, il a refusé de compenser les mesures gilets jaunes. Agnès Verdier-Molinier, que vous inspire ce PLFSS, comme on dit, projet de loi de financement de la sécurité sociale? Je trouve que l'idée de dire que le déficit ne viendrait que de là est un peu un raccourci, un peu facile. Voilà. Moi, j'aime bien regarder les chiffres et regarder l'évolution de ces chiffres, de ces recettes et des dépenses aussi. Et ce que je vois, c'est qu'il y a certes une baisse des cotisations entre 2017 et 2020 d'à peu près 10 milliards d'euros, mais il y a une augmentation de la CSG de l'équivalent. On passe de 90 milliards à peu près à 100 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir toujours qu'une partie du problème. Et je trouve que dans ce pays, malheureusement, on est toujours en train de tellement simplifier les choses. Donc quand on dit c'est la faute aux mesures des Gilets jaunes, on simplifie un peu. Il faut déjà qu'on revienne au départ. Le départ, c'est quoi? C'est on remplace des cotisations sociales par de la CSG. Et qu'est-ce qui se passe en 2018? Et là, tous les chiffres des comptes de la sécurité sociale sont sous nos yeux, ils sont incroyables. 91 milliards de recettes de CSG en 2017, 116 en 2018. C'est-à-dire une augmentation de 25 milliards des recettes de la CSG. Pendant ce temps-là, les cotisations sociales, elles baissent de 2 milliards. Donc moi, je veux bien qu'on raconte tout et n'importe quoi sur l'histoire des Gilets jaunes, mais j'aimerais quand même qu'on revienne à la base. À la base, il y a eu 25 milliards d'augmentation de pression fiscale sur la CSG en 2018 sur les Français. Et on ne fait que parler des 5 milliards vous avez bien lancé les bases de ce débat. Je trouve que c'est un petit peu voir le sujet sur juste un petit coin et pas le reste. François Calfon. Oui, quand on regarde le budget de la sécurité sociale, il y a 2 ans, d'ailleurs, Agnès Buzyn a annoncé le retour à l'équilibre. Et maintenant, les mesures gilets jaunes, on peut toujours dire que tout ça est noyé dans le fait qu'il y a une fiscalisation, etc. Mais ça pèse pour les plus de 5 milliards et quelques, 5 milliards. À peu près 5 milliards de déficit, ça pèse pour plus de 60%. Donc on peut dire que l'État, dans la façon dont il gère les choses, dont il prend ses responsabilités ou pas, et d'ailleurs je trouve que vous avez des réponses à géométrie variable, parce qu'après tout, ces mesures gilets jaunes, il aurait pu le financer, vous qui voulez lutter contre les déficits structurels du budget de l'État, il aurait pu le financer par des mesures d'économie, ce qu'il n'a pas fait. Il allait faire les poches de la sécurité sociale. Donc on a une tendance de fond, finalement, qui est la suivante, c'est-à-dire l'étatisation quasiment, arrivée à son terme de la sécurité sociale. Je pourrais aussi parler de l'assurance chômage, mais ce n'est pas le débat du jour. Non. Mais c'est exactement la même tendance qui s'opère. Et ensuite, finalement, on rend malade la sécurité sociale un peu artificiellement et on dit qu'elle est malade. Donc je trouve que c'est un petit peu abusif, d'autant que dans les mesures qui y figurent, on a oublié de le dire, dans les mesures gilets jaunes, il y a quand même une baisse des pensions pour ceux qui sont au-delà de 2 000 €. Et je pense que vous faites partie de ceux qui pensent qu'au-delà de 2 000 € on n'est pas forcément riche. Après, vous avez peut-être un débat avec François Hollande pour savoir si ça commence à 4 000. Mais clairement, l'État est responsable de la situation de la sécurité sociale cette fois-ci. Et je ne parlerai pas, mais les sénateurs le feront, de la masse du budget de la sécurité sociale. 2 milliards et quelques dû à la sécurité sociale elle-même au regard de la masse de la protection sociale, c'est assez peu en réalité. Jean-Marc Gabouty. Je suis d'accord avec cette dernière réflexion parce que 2 milliards ou 5 milliards sur 400 et quelques, effectivement, ça représente quelque chose de ridicule à côté du déficit du budget général du pays. Néanmoins, il faut voir d'où l'on vient. Il y avait une amélioration, effectivement, du solde de la sécurité sociale. Mais je me rappelle, il y a 5 ans, j'étais à la commission des affaires sociales, je suis passé à la commission des finances, mais il y a 5 ans, je dirais, on était sur la crête des 10 milliards. De déficit.
Donc on espérait revenir à zéro, on n'y revient pas pour... Pas tout de suite, pas encore. Pas tout de suite, bon, c'est différé à un horizon qui est plutôt 2023 et avec les aléas de conjoncture qu'il peut y avoir d'ici là. Parce qu'il y a eu effectivement l'impact gilet jaune pour à peu près 2,7 milliards ou 2,8 milliards. Il y a eu aussi des mesures supplémentaires sociales en direction des handicapés, en direction d'un certain nombre de personnes en état de fragilité dont le gouvernement ne fait pas trop la publicité à tort, je crois. Donc ils viennent quand même rajouter. C'est pas forcément, voilà. je confirme, effectivement. Donc à ce moment-là, on est dans un équilibre entre des recettes qui augmentent un peu, mais des dépenses qui augmentent un petit peu plus vite du fait de cet élément conjoncturel et du fait de certaines mesures qui ont été prises. Parce qu'on a quand même entendu des sénateurs LR très en colère. Ce n'est pas à la sécurité sociale de payer les gilets jaunes, nous dit le sénateur LR Alain Milon. Bercisation du financement de la politique sociale, nous dit la sénatrice Estrosi Sassone. Qu'en pensez-vous, Daniel Chassaing ? Bon, effectivement, il y a 2,7 milliards qui sont dus effectivement aux mesures qui ont été mises en place par le président de la République en décembre 2018. Alors, vous avez dans ces 2,7 milliards effectivement pour les heures supplémentaires, la prime de fin d'année. Alors, habituellement, il faut le dire, le gouvernement qui préconisait donc cela, rembourser la sécurité sociale. On parle de compensation depuis la loi Veil de 94, c'est ça ? C'est tout à fait d'accord. Alors, c'est pas fait. Je suppose que c'est peut-être que le budget de l'État, avec le CICE, si vous voulez, 2018, et puis la diminution des charges 2019 qui remplace le CICE, donc ça, ça apporte un déficit qui est près des 3%, et je suppose que le gouvernement a souhaité pour ces réductions, effectivement, qui ont été effectivement mises en place par le gouvernement, que ce soit la sécurité sociale qui le prenne en charge. Bon, à partir de là, je pense qu'il n'y a quand même rien de perdu, puisque Jean-Marc le disait tout à l'heure, il y avait, il y a quelque temps, près de 10 milliards en 2016 ou 2015 de déficit. Petit à petit, on est arrivé à 1,4 milliard en 2018, et il y a simplement, a priori, et on espère que ça va se réaliser, une trajectoire un petit peu différente pour que on revienne en équilibre en 2023. Ouais. Alors pourquoi pas de compensation ? Tout le monde n'est pas d'accord. Y a-t-il un choix idéologique derrière ce projet de loi de financement de la Sécu ? C'est ce que soupçonne la gauche sénatoriale, et je vous ferai réagir dans un instant, François Calfon. Je voudrais qu'on écoute le sénateur socialiste Yves Daudigny, qui a eu des mots très forts hier. C'était au micro d'Alizé Boissin. Écoutez. Par la non-compensation des exonérations de cotisations sociales, qui était une tradition depuis 1998 dans notre pays, une règle, le gouvernement porte un coup fort à la philosophie de la sécurité sociale. Il détruit l'indépendance financière de la sécurité sociale, il met en cause l'organisation de notre protection sur la base de la solidarité. Et dans le même temps, en créant donc artificiellement, politiquement, un déficit affiché, il ouvre demain la possibilité de justifier des attaques contre telle ou telle disposition parce que le système n'est pas équilibré. Vous dites, il a raison, François Calfon. Oui, parce qu'en réalité, il y a d'un côté, à chaque fois, le PLFSS, l'ONDAM, donc on ne parle que chiffres ici, et de l'autre côté, le système de santé et de protection sociale. Au moment même où on parle, j'écoutais ça en arrivant ici sur ce plateau, l'OCDE vient de redire à quel point le système de santé en France et de protection sociale était performant. Alors, bien évidemment, il trouve toujours un peu à redire, mais je veux dire que quand on regarde une fiche de paye et qu'on ne cesse de dire, c'est une des anciennes connues de la gauche, mais qui est réelle, il ne s'agit que de charges sociales.
alors que derrière, il y a un niveau de service public ultra performant que vous ne trouvez reconnu dans le monde entier. Non, mais y compris de prise en charge. Moi, j'étais l'autre jour au Liban. C'est un pays un peu oriental pour nous, mais je veux dire, au premier corps au pied, vous payez plein pot. Donc vous soupçonnez un choix idéologique, vous aussi, de la Macronie qui voudrait détruire... C'est pas de la Macronie, c'est Madame Verdier-Molinier. Vous avez vu à quel point, sur ce plateau, elle nous indique à quel point tout va mal. Les sénateurs, dans leur diversité politique, disent non, on avait 10 milliards de déficit il y a 3-4 ans, ça va beaucoup mieux. Et encore, ce qui n'a pas été dit, c'est que, et on peut le souhaiter, et on peut même le constater, s'il y a une amélioration de l'emploi, alors les cotisations sociales, je ne parle pas de charges sociales, continueront de rentrer, et donc on peut arriver à un point d'équilibre. Mais on ne peut pas attaquer par tous les morceaux ce grand objet qu'est la protection sociale. Faisons tourner la parole. Alors j'y vais jusqu'au bout, par le morceau de la non-compensation d'un côté, et par le morceau des exonérations de charges, toujours orientées sur la partie salariale de l'autre. Je crois que là encore, je ne vois pas finalement à quoi ça sert ce débat sur la compensation, parce que... ne dites pas ça. Non, mais franchement, je trouve qu'on a une vision beaucoup trop morcelée de la fiscalité. Le Conseil constitutionnel a dit le contraire de vous quand il a été saisi par le passé. De la fiscalité en France. Regardez d'un côté le PLFSS, de l'autre le PLF, donc d'un côté la Sécu, de l'autre l'État. Je trouve qu'à un moment, je trouve qu'aujourd'hui ça a vécu cette vision-là. On n'a pas de vision fiscale globale. Résultat, on a la fiscalité la plus lourde de tous les pays comparables, il faut quand même le rappeler. Et on a l'impression, quand on parle parfois autour de ce plateau... Regardez les prestations en matière de santé et de protection sociale dans les pays qu'on compare. Autour de ce plateau, on a des capacités infinies d'augmenter la pression fiscale. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes? Il s'est passé juste un rétropédalage parce qu'à un moment, c'était trop important. Et qu'on arrivait dans des sphères qui étaient beaucoup trop lourdes. C'était un ras-le-bol fiscal. Donc moi, j'aimerais bien savoir sur la question justement des transferts, parce qu'il y a aussi des taxes, notamment de la TVA, qui a été affectée, qui était avant affectée à l'État et qui a été maintenant affectée à la Sécu. Là, on n'en parle pas autour du plateau. Bizarrement, ça a énormément augmenté, notamment pour la CNAM, pour l'assurance maladie. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très sain. Alors, on va faire parce que, vous voyez, on a l'impression que les recettes baissent. Si quelqu'un écoute cette émission, il va se dire, sûrement, en 2020, il y a moins de recettes de la sécurité sociale qu'en 2019. Non, mais en réalité, ça augmente. L'ONDAM augmente. Non, mais ça augmente. 2,3. On est essayons de ne pas être trop on est tout simplement, en 2019, 508 milliards. En 2020, 514 milliards de recettes. Oui. Donc, non mais attendez, ok, ça augmente du côté des dépenses. Donc peut-être que, là je vais rejoindre ce qu'a dit François tout à l'heure, il faut baisser les dépenses à un moment aussi. Et là, ça veut dire qu'il faut... ça veut dire que ça nous ramène à la question... Parce qu'il y a la question de l'hôpital dont on parlera. De la réforme des retraites. De la réforme des retraites. Comment on baisse les dépenses de protection sociale qui sont les plus élevées au monde en France? Eh bien, on repousse l'âge de départ comme on l'a fait dans Alors, faisons réagir Jean-Marc Abouté et Daniel Chassaing. Est-ce que vous dites, Daniel? Je crois que la non-compensation est un peu un faux problème. Alors, si on voulait rentrer dans la technicité, il y a deux catégories. On introduit du pouvoir d'achat. La désocialisation des heures supplémentaires, c'est de l'introduction de pouvoir d'achat. La prime sur laquelle il n'y a pas de charge en fin d'année, qui a été réduite aujourd'hui aux entreprises qui pratiquent l'intéressement. Je trouve que c'est très bien. Donc ça, si vous voulez, c'est l'introduction de pouvoir d'achat qui va d'ailleurs générer des recettes de TVA pour le budget général. On peut l'estimer ainsi. Qui finance aussi donc la Sécu. ça aurait dû effectivement être compensé. Par contre, lorsqu'on est sur la CSG, on est sur un jeu où on a augmenté la CSG sur les retraites et où on revient en arrière, ça n'a pas à être compensé. Ça, c'est la sécurité sociale. Je crois qu'il faut faire cette distinction. Et puis bon, il y a une mesure, moi je le dis, je suis très isolé partout d'ailleurs sur le sujet, la désocialisation des heures supplémentaires, régime Sarkozy, Hollande en a rêvé, Macron l'a refait, c'est quelque chose qui est très populaire auprès des entreprises et auprès des salariés. Économiquement, ça ne présente aucun intérêt. C'est une simple introduction de pouvoir d'achat. Et un budget social affaibli, quelles conséquences pour nous tous? Quels sont les grands perdants? Les hôpitaux, vous en parliez, les retraités, les familles. Avant de vous poser la question, et je vais vous interroger dans un instant, Daniel Chassaing, on va poser la question à la sénatrice Laurence Cohen, qui est en salle des conférences avec vous, Fanny Conquis. Laurence Cohen, qui sont les perdants de ce budget du PLFSS? Écoutez, d'abord, je pense que ce sont les assurés sociaux et puis surtout l'hôpital, donc à la fois les personnels et les patients.
parce que la ministre continue à s'obstiner et à faire en sorte qu'elle fait des cadeaux en faisant des exonérations des cotisations patronales. Il y en a quand même pour un chiffrage conséquent, puisque c'est 66 milliards d'euros. Et ce n'est pas seulement le groupe communiste républicain citoyen écologiste qui le dénonce, puisque c'est aussi un chiffre qui a été pointé du doigt par la Cour des comptes. Donc d'un côté, elle nous dit qu'il y a un déficit chronique de la sécurité sociale de 5 milliards d'euros, et elle fait des cadeaux de 66 milliards d'euros qui sont des cotisations qui pourraient renflouer les caisses. Et puis on est dans une situation dramatique, l'hôpital est à genoux, et là encore, il y a des restrictions budgétaires sur le dos de l'hôpital qui sont d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire que depuis qu'il y a Macron, ça fait 3 milliards d'euros qui sont rognés sur le budget de l'hôpital. Or, on le voit, les personnels sont à bout, il y a énormément de souffrance, et donc il faut avoir une autre politique. C'est pour ça que nous, au niveau de notre groupe, on porte vraiment une revendication très forte, c'est-à-dire d'augmenter les recettes de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la sécurité sociale, notre système de protection ne souffre pas de trop de dépenses, elle souffre d'un manque de recettes. Quels seraient les autres perdants, selon vous, de ce PLFSS ? C'est déjà pas mal, si vous voulez. Quand on dit ça, c'est-à-dire que là, elle est en train de porter un coup à notre système de protection sociale, et elle ne va pas régler ce que vivent les patients tous les jours, c'est-à-dire en ayant des difficultés quand ils se rendent aux urgences, ou bien avec la multiplication des déserts médicaux, puisqu'on le voit aussi bien d'ailleurs en zone rurale qu'en zone urbanisée. Donc c'est vraiment là le fait qu'elle s'obstine dans une politique dont on voit pertinemment l'échec aujourd'hui. Donc elle prend les mêmes remèdes et donc elle va déclencher les mêmes maux. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu à nos questions sur Public Sénat. Merci. Merci à vous. Vous, Fanny, une réaction, Daniel Chassaing ? Écoutez, les exonérations, les diminutions de charges, vous savez qu'on a une désindustrialisation très importante en France. On est passé de 18% de personnes qui travaillaient dans l'industrie en 2000 à 13% pendant que l'Allemagne montait à 26%. Donc il faut quand même qu'on ait le prix de l'horaire travaillé qui soit en rapport avec ce qui se fait en Europe pour que les entreprises puissent être compétitives. Ceci étant dit, effectivement, l'Ondam de 2,3%, alors on dit toujours il faut faire des économies, il faut conserver la sécurité sociale, il y a un déficit cette année, il faut reprendre effectivement cette courbe pour être en équilibre en 2023, il faut bien sûr conserver la sécurité sociale en gérant le mieux possible. Aucune intention de le détruire, ce système, c'est ce que vous nous dites, de la part je dis que effectivement, au niveau des hôpitaux, on peut sûrement faire mieux, mais on a besoin de davantage d'investissements dans les hôpitaux, on a besoin de traiter les problèmes qu'il y a au niveau des urgences, donc je vois pas... Vous savez, la tendance au niveau de l'hôpital, c'est une augmentation de 4%. Donc on peut faire mieux, sûrement, mais... on a actuellement beaucoup de déficits au niveau d'investissement. Et autre chose qui est très important, c'est le médico-social, notamment les personnes âgées, où actuellement, il y a un rapport qui est le rapport Libaud, qui nous dit qu'il faudrait 80 000 embauches pour rentrer dans les personnes âgées. Effectivement, il le faut, mais tout ça, ça fait 3 milliards d'euros de plus. Et je pense que progressivement, alors Madame le ministre va nous présenter donc un budget sur le grand âge. J'espère que ça sera pris en compte prochainement, parce qu'il faut y aller effectivement progressivement. J'espère aussi que le pouvoir d'achat et l'exonération des charges va permettre continuer la baisse du chômage, et ainsi on aura davantage de cotisations. Il nous reste moins de 5 minutes. Oui, mais quand on écoute la personne qui a été interrogée, on a l'impression là encore qu'on baisse énormément les dépenses, alors que c'est pas vrai. Il y a une augmentation des dépenses de 2,1 sur les établissements de santé. Donc là déjà, il y a quelque chose à rétablir. On continue d'augmenter les dépenses dans la santé. Hein. Il faut bien le dire clairement à nos concitoyens. Oui, et par ailleurs, il est cité dans ce que la dame a dit, 66 milliards de baisse de cotisations sociales pour les employeurs. Non mais attends, c'est quoi ce chiffre? J'aimerais bien savoir d'où il sort. Parce que nous, on a regardé les cotisations sociales effectives employeurs. Non, mais c'est le CICE qui... Non, mais attendez, oui d'accord. Mais alors, moi, ça fait des années maintenant, depuis 2013-2014, qu'on débat autour de plateaux pour dire il y a 40 milliards de cadeaux aux entreprises. Nous, on a repris tous
les impôts payés par les entreprises, impôts, cotisations sociales, taxes, etc. C'était 390 milliards en 2012, c'était 431 milliards en 2018. C'est-à-dire, les cotisations sociales, dans le même temps payées par les entreprises, elles ont continué d'augmenter. On ne voit pas de baisse. Donc, moi, j'aimerais bien savoir à un moment comment on calcule ces soi-disant baisses. Elles n'existent pas. On est encore trop dans le comptable. Mais non, elles n'existent pas. Attention, il n'y a pas de volants. Il n'y a pas de vraie baisse de la fiscalité des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a la désindustrialisation. On a compris. Qu'on a cité Il y a deux volants qui expliquent les problèmes structurels de la sécurité sociale. D'abord, il faut rappeler autour de ce plateau, je le fais une deuxième fois, que la sécurité sociale n'est pas au bord du gouffre et qu'elle est beaucoup mieux gérée que le budget de l'État. Pour autant, il y a quand même des problèmes. Ensuite, comment on paye la compétitivité, comment on paye la concurrence? Eh bien, je le redis ici, même si on est un peu loin de notre sujet, pas toujours en tapant sur des baisses de cotisations sociales, notamment patronales, alors l'ensemble, après... Il n'y en a pas, vous le savez. Je peux aller au bout de ma phrase? Mais oui, allez-y. Mais également en faisant en sorte que finalement le travail soit payé au bon niveau. Et on reprend la question de ce qu'on appelait autrefois la TVA sociale, ce mot a un peu disparu parce qu'il est devenu tabou, ça correspondait, mais ce qu'on peut appeler finalement la taxe carbone à importation qu'il faut pratiquer au niveau européen parce qu'on n'arrivera pas au niveau de salaire des produits à faible valeur ajoutée. Vous raisonnez toujours en bon taux fiscal. Vous baissez d'un côté, vous montez de l'autre, et à la fin, on ne gagne pas en compétitivité. C'est une stratégie de relocalisation qui est demandée par l'opinion publique maintenant et qui est absolument indispensable parce qu'on est arrivé à l'os sur les baisses de cotisations sociales avec le niveau de prestation qui est celui demandé par la population. Parce qu'il y a un ras-le-bol fiscal, mais la population demande un haut niveau de protection sociale. La deuxième chose sur l'hôpital... Rapidement, parce qu'il faut... Oui, mais d'accord, mais j'essaie d'être un peu clair au lieu d'être dans des batailles de chiffres. La deuxième chose sur l'hôpital, c'est qu'il y a une hausse avec le vieillissement de la population, de la demande de santé, pas simplement par l'aide médicale d'État, mais par aussi le fait que la cancérologie, l'oncologie, ça coûte de plus en plus cher. Vous oubliez de parler des dépenses administratives qui sont gigantesques pour notre sécurité sociale. Alors, allez demander ça aux gens qui sont aux urgences et qui attendent 4 heures. Non, moi je crois, si on veut résumer, pas caricaturer, mais je pense qu'il faut plus de moyens pour la santé, moins de moyens et faire des économies sur l'administration de la santé en France. Là, vous avez des marges d'économie qui sont possibles à faire, notamment dans le secteur public, à l'hôpital, dans les ministères. Et ça, on n'en parle pas parce que c'est acquis. Et voilà. Donc je crois qu'il faut rechercher des économies de ce côté-là et pas nécessairement sur l'intervention de santé dont on a besoin, du fait du vieillissement de la population, du fait de la bonne prise en charge d'un certain nombre de pathologies et d'un certain nombre d'aides qui ont été ajoutées par le gouvernement en termes de revenus. Voilà. Donc je crois qu'il faut faire l'effort sur la gestion administrative, mais c'est vrai pour l'ensemble du secteur public. C'est pas vrai uniquement pour la santé. Oui, alors moi je suis d'accord. J'aurais souhaité effectivement que le gouvernement puisse rembourser ces exonérations qu'il a décidées, que le président de la République a décidées, mais il ne faut pas rentrer dans des choses catastrophiques. Il faut effectivement que la ministre gère le problème de l'hôpital des urgences. Ça, c'est sûr que ça va se faire. Elle va présenter au cours du mois un plan pour l'hôpital. Et le plan du grand âge également. Je voudrais dire quand même que dans ce PLFSS, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, comme par exemple le congé aux proches aidants, par exemple les pensions alimentaires qui vont être remboursées. C'est pas rien, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a un début de financement des EHPAD, un petit peu plus. Et on doit s'arrêter là. Et il faut aussi lutter contre la pénurie de médicaments. Ça va se faire dans ce PLFSS. Donc oui, effectivement, il valait mieux que l'État rembourse ses exonérations. On est bien d'accord là-dessus, mais après, il faut quand même continuer pour que cette ce sera la conclusion de ce débat. On oublie toujours les dépenses assurantielles. 14 milliards de dépenses beaucoup trop importantes. Avec le double étage, sécurité sociale de base, assurance maladie obligatoire et complémentaire. Et c'est beaucoup plus cher en France qu'ailleurs. Là, il y a des économies énormes à faire. Merci à tous les quatre. Dans un instant, la suite d'ALPL. Match des idées, puis grand débat. D'abord, retour sur les moments forts de l'invité politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Philippe Martinez. Et il est revenu notamment sur la réforme des retraites. Cette réforme, elle est mauvaise. C'est un changement radical du système de retraite en France. Pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise? Pourquoi ? On ne va pas avoir le temps. Je vais vous citer quelques exemples. Premièrement, le système par points. Personne ne connaît la valeur du point. Personne ne peut nous dire aujourd'hui, sauf que ça existe dans d'autres pays, comment on va monter le point. Mais comment surtout, Suède, par exemple ?
comme en Suède par exemple, mais surtout s'il peut baisser. Vous savez qu'en Suède, puisque vous citez la Suède, il y a 2 fois plus de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. On nous dit mais c'est un hasard. Non, non. Il y a le régime par points. Pourquoi elle est mauvaise? C'est parce que au lieu de travailler, enfin de calculer les pensions comme c'était aujourd'hui, même s'il faut le modifier sur les 25 meilleures années, nous on propose les 10 et les 6 derniers mois pour le service public, on va prendre sur l'ensemble de la carrière. Tout le monde peut comprendre que quand on démarre sa carrière, on est moins bien payé que quand on la termine. Et donc forcément, si on fait la moyenne sur une telle échelle, ça va baisser la pension. C'est le cas des enseignants. Vous savez que les enseignants en France, notamment dans le primaire, sont les moins bien payés d'Europe quand ils démarrent leur carrière. Ils vont donc perdre en moyenne 16 à 17% de la valeur de leur pension. Vous voyez, c'est simple la retraite. Il n'y a pas besoin d'être hyper technicien ou grand économiste. Donc vous dites qu'il n'y a rien de bon dans cette réforme? Tout est mauvais, oui exactement, je le dirais même, tout est mauvais dans cette réforme. On a le meilleur système de retraite au monde, il faut l'améliorer. Oui, mais il est déficitaire. Ah, pratiquement pas. Pratiquement pas. Alors... Par contre, comment on anticipe? Comment on prend en compte cette génération qui fait des études plus longtemps que celle de 1945? Eh ben, un système solidaire, c'est un système qui dit aux enfants faites des études supérieures, mais vous ne serez pas condamné à travailler jusqu'à 70 ans. Donc, il faut que ces années d'études soient validées pour la retraite et cotisées par un régime solidaire. Comment on prend en compte tous ces travailleurs qui sont, qu'on appelle travailleurs du numérique, qui, en fait, ont un patron inconnu, c'est-à-dire ils ont un téléphone portable avec une application et ils travaillent en fonction de l'application. Mais il y a bien quelqu'un derrière cette application. Et en général, ce ne sont pas des petites entreprises. Vous savez, c'est ceux qui ne payent pas leurs impôts, ceux qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Eh bien, il faut que ces entreprises du numérique payent des cotisations sociales. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Je vous détaille le programme tout de suite. Dans le grand débat, nous reviendrons sur le rapport du Secours catholique sur la pauvreté en France. Et le bilan est très net. La pauvreté a augmenté en 2018. Le nombre de ménages qui ne perçoit aucune ressource est en hausse. L'inquiétude est particulièrement forte pour les femmes, les enfants, les jeunes, les seniors. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Le plan anti-pauvreté du gouvernement est-il déjà un échec? #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant 7 heures, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Fanny Conquis. Oui, et nous serons notamment avec Bernard Delcros. Nous parlerons avec lui justement de la pauvreté en France suite à ce rapport du Secours catholique. Et nous parlerons avec lui des possibles conséquences des nouvelles règles de l'assurance chômage. À tout à l'heure, Fanny. Avant tout cela, le match des idées. Il va opposer ce soir Alexandre Malafaille à Florent Vadillo. Nous reviendrons notamment sur l'évacuation de 2 campements de migrants ce matin à Paris. Cela concerne 1606 personnes. Toutes installées dans des gymnases de la région parisienne, mais tout cela est évidemment temporaire. Est-ce pour autant la fin des campements de rue? Y a-t-il une vraie politique de l'accueil en France? On va se poser toutes ces questions avec nos invités dans un instant. D'abord, le détail, les faits avec Sandra Sercara. Ils sont soudanais, congolais ou afghans. 1600 femmes, hommes et enfants évacués ce matin à l'aube de ce camp Porte de la Chapelle à Paris. La plupart usés par la vie dehors. Il y a vraiment de mauvaises conditions de vie ici, pour tous les réfugiés. Il fait très froid, les températures sont trop basses, et en plus, il pleut tout le temps. Une fois regroupés, les migrants ont été dirigés vers des bus, en direction de 15 gymnases d'Île-de-France. C'est la 59e opération d'évacuation en 4 ans seulement, mais le préfet de police l'assure, des moyens supplémentaires sont cette fois engagés. Il sera désormais interdit de stationner en matière de tente ou de construction provisoire, c'est-à-dire d'hébergement, dans ces endroits. Donc, non seulement nous mettons à l'abri, c'est-à-dire une démarche humanitaire, une démarche qui permet d'assurer à ceux qui sont dans des situations extrêmement difficiles un hébergement, mais nous ne tolérerons pas de réinstallation. Je préfère être très clair. Mais les associations de défense de migrants craignent que l'opération ne se transforme en vaste coup de filet, avec des placements en détention pour une partie des exilés présents.
Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont sous le règlement de Dublin et qui ont laissé leurs empreintes ailleurs et qui ne pourront pas demander l'asile ailleurs que dans le premier pays d'entrée? Et c'est ça qu'on a comme problème depuis des années, c'est qu'on laisse errer ces populations avec un objectif bien précis, c'est que, regardez, on ne peut plus s'installer en fait, de façon à faire passer un message à tous ceux qui vont venir demain, ne venez pas, c'est le fameux appel d'air. Ce midi, sur le campement, il ne reste que ces tentes et ces quelques objets personnels. Les lieux vont maintenant être occupés par les forces de l'ordre pour éviter l'établissement d'un nouveau camp. Et avec nous pour ce match des idées, je vous le disais, Florent Badillot, bonsoir, président du think tank L'Hétairie, co-auteur de ce livre, Les espions de l'Élysée. Et Alexandre Malafaille est également avec nous, bienvenue, président du think tank Sinopia. Alexandre Malafaille, quel message politique vous y voyez? Annonce de mesures sur l'immigration hier, évacuation de 2 campements ce matin, comment vous l'analysez? Il y a visiblement une volonté d'envoyer un message et d'utiliser plusieurs canaux. Ça paraît clair. Sinon, on n'aurait pas séquencé les choses de cette façon-là. Est-ce qu'il faut le faire comme ça pour faire preuve de fermeté, ou en tout cas montrer qu'on fait preuve de fermeté sur un sujet qui a pas mal passionné l'opinion et qui enflamme évidemment les débats politiques? Je ne sais pas. Très sincèrement, j'émets un doute. Je crois qu'en tout cas, il y a un problème de fond qui est lié à ces campements qui sont des occupations illégaux de l'espace public et surtout en fait qui créent des situations de risque multiples parce que les populations qui sont là vivent dans des conditions d'insalubrité qui sont indignes, parce que si demain il y a le moindre problème, évidemment, ça sera extrêmement compliqué à gérer en termes de conséquences. Donc il faut régler ces problèmes-là. On ne peut pas laisser sur le territoire national des situations comme celle-là, comme celle de Sangatte auparavant, etc. Une fois qu'on a dit ça, c'est un problème de flux. On peut peut-être arriver à en traiter 1600, ils sont 1600 en l'occurrence, mais quelle est la capacité de notre pays à accueillir cette masse de migrants? Si on est capable d'encaisser ce choc-là et s'il n'y a pas de nouvelles entrées, mais c'est un problème de vase, c'est-à-dire s'il y a plus d'entrants dans le vase que de capacité à sortir, on aura toujours des débordements et ces débordements, ils se reporteront ailleurs. Donc on a un problème qui est plus global et évidemment, je ne suis pas certain que les mesures qui ont été apportées cette semaine règlent le problème dans sa globalité, entre d'un côté les flux, de l'autre côté la gestion des entrants et puis après, comment les pays européens, chacun prennent leur part. À ce stade, on est quand même encore dans un grand flou. Et des évacuations, il va y en avoir d'autres. Christophe Castaner l'a annoncé. Je vous rappelle juste les mots du préfet de police qu'on a entendu dans le sujet, Didier Lallemand. Cette opération vise non seulement à prendre en charge les migrants, mais aussi à faire cesser ces installations déplorables qui sont sur des délaissés de voirie, qui appartiennent à la commune de Paris ou à l'État. Je préfère être très clair, il n'est pas question qu'ils recampent. Voilà les mots du préfet. Florent Badillot. La grande difficulté, c'est que l'épisode médiatique a été ouvert par Benjamin Griveaux sur Europe 1, qui a accusé la maire Anne Hidalgo de laxisme, puisqu'il estimait que c'était une compétence de la municipalité. La maire a répondu que ce n'était pas sa compétence, que c'était la compétence de l'État, dans le contexte du Premier ministre qui a annoncé ses mesures sur l'immigration. Et aujourd'hui, on a une évacuation du campement avec un préfet de police qui dit que c'est du domaine de la municipalité et de l'État. Donc, on tranche en quelque sorte au milieu, tout en donnant raison à Benjamin Griveaux, qui pourra toujours dire lors de sa campagne que lui, avant même d'être maire, il attire déjà l'attention des pouvoirs publics sur le sujet. Donc, je ne suis pas sûr que les Parisiens aient attendu Benjamin Griveaux pour s'en soucier et se poser quand même quelques questions. Non, mais la préfecture de police de Paris pour l'évacuer, oui, visiblement. Bon, donc, sur le traitement médiatique et opérationnel, moi j'ai un doute qui est tout de même important, parce surtout qu'il fait partie d'une opération de guérilla de Benjamin Griveaux, de la préfecture de police et des parlementaires dans le rapport à Anne Hidalgo. Mais je mets ça de côté. Ensuite, on a un problème migratoire qui est un problème constant. Parce que même si les Français déprécient beaucoup leur pays, la France reste attractive pour beaucoup parce que nous sommes un pays riche, même si on a beaucoup de pauvres en France. Là, nous sommes néanmoins un pays riche, donc nous sommes un pays de destination ou de transit pour ceux qui veulent partir vers le Royaume-Uni, mais aussi beaucoup de destinations. Donc il n'y aura pas de tassement des flux migratoires. Et on ne l'observe pas. Mais on n'a pas de politique d'accueil. Il n'y a pas de politique d'accueil, et pire que ça, les politiques de gestion de l'asile et du séjour sont absolument abracadabrantes. C'est-à-dire que vous avez par exemple des étrangers qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, mais cette OQTF ne sera pas appliquée soit parce qu'elle est précaire juridiquement, soit parce qu'elle est inapplicable, soit parce que l'État n'en a pas les moyens. Donc on en expulse, bien évidemment, mais on en expulse toujours moins que ce que l'on devrait, ou ce que, en tout cas, les décisions qui sont prises. Mais tout ça, en fait, c'est un État qui orchestre sa propre impuissance.
Car l'État pourrait parfaitement rationaliser ses moyens. D'autres pays européens s'en sortent beaucoup mieux. Lesquels et comment? Il se trouve qu'à l'Ethery, on a publié une note il y a 2 jours sur ce dispositif-là, en s'inspirant de ce qui se passe dans des pays voisins. Oui. Il y a en Allemagne un système très simple qui est l'accord d'un permis de travail provisoire. Ça ne veut pas dire donner un emploi, ça veut dire donner un permis de travail provisoire. Ouais. Ça a un double bénéfice. Triple bénéfice même. Le premier, c'est que ça permet d'insérer les migrants qui vont être intégrés dans la société française. Donc on n'a pas cette période de latence, de réseaux criminels qui se développent, de traite humaine, etc. Deuxième avantage, ça permet de faire rentrer des cotisations pour la sécurité sociale. Donc on ne finance plus à perte un système-là. Et troisième avantage, qui vous paraîtra peut-être cynique, c'est qu'en cas d'expulsion, on sait où se trouve la personne migrante. Et donc on a une capacité d'action sur la gestion des entrées et des sorties qui est infiniment plus... Évidemment. Donc je dis simplement que cette position, elle est compliquée à tenir parce que, évidemment, la droite et l'extrême droite diraient que c'est le permis de venir voler le travail des Français, sauf que c'est un système qui est vertueux dans sa logique. Politiquement difficile à mettre en place, mais vertueux dans sa logique. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faille faire, mais il faut en tout cas réfléchir à d'autres systèmes que celui qui est aujourd'hui l'incapacité de l'État et, in fine, la perte de confiance dans notre capacité à gérer nos frontières et notre destin commun. Je vous répète ce qu'a déclaré Dominique Versini, qui est adjointe à la mairie de Paris ce matin sur France Info. Elle nous dit « Ma seule question à Christophe Castaner, c'est est-ce qu'il va y avoir une vraie politique de l'accueil, c'est-à-dire des lieux d'accueil dignes tout le long des routes migratoires pour qu'ils puissent se poser, être informés, évaluer. » On n'a pas de politique d'accueil. Non, mais on a aussi un problème de fond, c'est qu'en fait, on ne sait pas à qui il revient de gérer ces sujets. Vous le disiez, il y a un moment donné, dans le problème que l'on a actuellement, on a d'un côté Benjamin Griveaux qui accuse la mairie de Paris qui se défausse sur l'État, le préfet qui intervient, une situation où il y a une multiplication d'acteurs. Je pense qu'à un moment donné aussi, la difficulté qu'on a en France, mais pas uniquement sur le problème, on va dire, de la gestion d'immigration, c'est qu'il y a une trop grande complexité du système et avec à chaque fois une capacité à faire de ces sujets des enjeux politiques qui ne sont pas posés correctement. Parce que derrière, de quoi parlons-nous? On parle quand même d'hommes et de femmes alors, qui viennent de loin. On peut ne pas vouloir tous les accueillir, on peut ne pas vouloir à un moment donné se mettre dans cette dynamique-là, mais même ce débat-là, on n'arrive pas à le poser sérieusement. Donc moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui, on a quand même suffisamment les moyens, je sais bien que nos systèmes sont déficitaires, mais il y a une dimension humaine, pourquoi n'est-on pas capable d'avoir, comme vous le disiez, une politique d'accueil à la hauteur? C'est un problème politique, c'est un problème de volonté, mais je pense que l'état de la société, l'état du climat de la société sur ces questions-là ne permet pas de poser les choses résolument sur la table et de les poser de manière sereinement. Or, on parle d'une chose essentielle, c'est la vie d'hommes et de femmes qui sont là. Ils sont là, il faut être pragmatique. Les Allemands, de ce point de vue-là, ou en tout cas ont un avantage, c'est qu'ils sont très pragmatiques. Et c'est des sujets qu'il faut gérer de manière pragmatique. Après, si on en veut moins, il faut se donner les moyens d'en avoir moins et sans doute effectivement avoir aussi une vraie politique vis-à-vis des pays de départ. Alors, on essaye là aussi, mais on est au balbutiement du début du développement du continent africain pour le rendre plus attractif. Nous, on avait publié, parce que vous parlez d'une note également, où on mettait en avant avec Sinopia l'idée que voilà, il fallait véritablement faire en sorte que il y ait un véritable partenariat avec les pays d'accueil pour que les migrants ou en tout cas les personnes qui arrivent chez nous de pays d'origine étrangère viennent chez nous pour par exemple 5 ans et on les forme, on les met au niveau et après on leur permet de repartir dans leur pays avec un vrai métier parce que ces pays ont besoin d'avoir des compétences et des formations pour arriver à se mettre au niveau du bon développement. Donc on a des sujets qui sont sur la table, on a des propositions un peu partout et on n'a personne qui s'en empare. C'est assez désespérant. Allez, deuxième thème de ce match, messieurs, la polémique, le malaise, le débat, un peu difficile à définir ce qui se passe autour de cette marche contre l'islamophobie dimanche prochain. Le PS n'ira pas, il l'a fait savoir avec ce communiqué. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces mots d'ordre qui présentent des lois laïques en vigueur comme liberticides. Nous ne voulons pas nous associer à certains de ces initiateurs de l'appel. Du côté de la France Insoumise, on a vu aussi que c'était un petit peu compliqué. On en parlait sur ce même plateau mardi dernier. Mais d'autres estiment que c'est une marche contre une forme de racisme, donc ils iront, à l'image de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était l'invité d'Oriane Mancini ce matin sur Public Sénat. Il y a besoin de respecter la laïcité, mais au nom de la laïcité, on n'a pas le droit de montrer du doigt ou de stigmatiser telle ou telle religion. Or, c'est souvent ciblé, c'est toujours ciblé sur les mêmes. Donc nous assumons notre signature parce que nous sommes profondément antiracistes, et il ne faut pas tout mélanger. Or, le gouvernement, pour emboîter le pas du Rassemblement national, fait un amalgame dangereux. Florent Badillot, comment vous la voyez, cette marche? Ouais, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet miné. C'est-à-dire que, quelle que soit la prise de position qui soit la nôtre, et même parfois, même sans que la prise de position soit exprimée, les deux camps en face, extrêmement structurés,
tout de suite jette en pâture toute personne qui essaie d'avoir un jugement à peu près pondéré et qui tranche ce nœud gordien de la meilleure manière qui soit. Bon, donc je vais essayer d'être le plus factuel possible. Qu'il y ait aujourd'hui en France une islamophobie, et arrêtons de dire que ce concept a été inventé par les frères musulmans. Il y a une hostilité à l'égard d'une religion, c'est un fait, donc on l'appelle islamophobie. Bon. C'est un fait, et on le voit, une étude de la Fondation Jean Jaurès l'a montré, les musulmans se sentent de plus en plus marginalisés, stigmatisés, etc. Qu'il y ait de la xénophobie, que je distingue de l'islamophobie, contre une certaine population ethnique d'origine étrangère ou de seconde génération d'immigrés. Ou même de troisième. Ou troisième, c'est un fait aussi. Notre société est une société, pardon de le dire, xénophobe. Mais je ne dis pas raciste, je dis xénophobe. Il n'y a pas de construction intellectuelle, c'est du spontanéisme. Bon. Donc qu'il faille manifester contre cela, faire de la politique contre cela, dire que c'est absolument scandaleux, oui. Qu'il faille manifester pour le dire, oui. Qu'à cette occasion, des groupuscules en profitent pour mener d'autres combats qui sont globalement de changer la législation sur la laïcité dans un sens plus laxiste et donc plus identitaire, confessionnel, non, évidemment que non. Et donc on ne peut pas se servir d'un vecteur pour travestir un message. Donc on voit aujourd'hui la grande difficulté qui est, c'est que manifester contre l'islamophobie, oui, 100 fois. Et s'il faut, en sortant de ce plateau, manifester et pour apporter son soutien en nombre à certaines associations, non. Donc je pense que les organisations politiques, les organisations antiracistes feraient bien d'organiser leur propre cortège. Que chacun se compte. C'est ce qu'on a fait sur plein de manifestations, sur le climat, sur les manifestations sociales, etc. Il y a de la diversité dans l'expression. Je crois qu'il faut être présent au rendez-vous, mais pas à celui-ci en l'occurrence. Alexandre Malafaille. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que, d'abord, le débat est très mal posé, une fois de plus, et qu'à force de le poser comme ça, on ne règle rien. Je pense qu'une marche contre l'islamophobie, c'est une fois de plus dresser les uns contre les autres de manière de plus en plus frontale. C'est jeter l'anathème sur la société française dans son ensemble, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'en revanche, si on devait faire un appel, ce serait plutôt une marche pour l'islamophilie. Non mais je plaisante pas, c'est une question de tournure d'esprit. À un moment donné, vouloir faire toujours du contre et de la revendication et de la mise en accusation, c'est pas une bonne manière de faire progresser le débat national. Je pense qu'en revanche, faire une marche en faveur de la paix, du partage culturel, de faire une démarche qui permet de mieux se comprendre et se connaître les uns et les autres, de faire une marche des religions, de faire une marche de ceux qui sont issus de leur passé, de leur culture, mais qui veulent à un moment donné vivre ensemble et qui s'en donnent les moyens, qui vont montrer non pas en pointant du doigt ce qui ne va pas, parce que ça n'ira jamais bien. Il y aura toujours des problèmes, que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura toujours des problèmes de différence, de culture, etc. Mais en revanche, de montrer aussi ce qui va bien, parce que la France n'est pas qu'une terre xénophobe, je suis désolé, c'est pas vrai. Et je pense que si les Français ont quelque chose aujourd'hui en termes de sentiments ou de ressentiments, ils ont peur. Dans leur grande majorité, les sondages le montrent. Mais ils n'ont pas peur de l'autre comme ça. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, de ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que l'islam n'est pas compris encore en France. Et derrière, quand vous parlez d'islamophobie, je ne pense pas que les Français soient islamophobes. Ils sont islamo-politicophobes. Ils ont peur de l'islam politique. Je ne suis pas sûr qu'ils aient peur de l'islam en tant que religion. Ils ont peur de ce qu'il y a derrière. Et je pense que les Français sont beaucoup moins racistes que ce que ça voudrait supposer. Voilà, qu'après, on ait peur de son prochain parce qu'on ne le connaisse pas, parce qu'on a peur de ce que revendique ou de ce que véhicule l'islam. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas musulman, parfaitement intégré dans sa religion, parfaitement paisible, de faire la part des choses entre, d'un côté, l'islam dont vous voyez les manifestations extrêmement brutales dans toute une série de pays du monde, l'islam qui applique la peine de mort, l'islam qui revendique la charia, et puis l'islam de votre voisin qui est peinard, qui est sympa, mais bon, qui fait quand même son ramadan, mais qui quand même va aussi mettre sa femme avec un voile, etc. Comment on sépare les choses? Eh bien, on séparera les choses si on se comprend mieux. Et donc, je pense que ce qu'il faut cultiver, c'est l'islamophilie et pas et la lutte contre l'islamophobie. Pour moi, c'est un point d'entrée fondamental. Et c'est parce qu'on fera de l'interculturel et parce qu'on fera de l'interreligieux et qu'on travaillera ça sur le terrain et qu'on travaillera ça aussi les uns vis-à-vis des autres de manière responsable sur les plateaux télé ou ailleurs, qu'on arrivera à faire en sorte que la France soit un peu moins en clivage sur ces questions-là. Parce que là encore, comme sur le sujet précédent, on n'arrive pas à traiter les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une espèce d'idéologie, de débat sans fin. On passe... combat, dans un oui, mais dans un combat, oui, mais il faut trouver des solutions pour aller essayer de contourner le combat. Parce que l'affrontement ne mènera qu'à une chose, c'est la stérilité. Voire, comme le disait M. Collomb, à un moment donné, à force d'être face à face, on finira par aller au combat. Quoi. Je vous laisse répondre ensuite notre troisième thème. Moi, je ne veux pas me manifester pour marquer de la sympathie vis-à-vis de l'islam. Je ne manifeste
en faveur d'aucune religion. Aucune. Je manifeste contre des comportements que je trouve odieux, premièrement. Ce discours, je le comprends, Alexandre, et c'est pas la première fois qu'on en débat, mais, pardon, les Italiens qui, dans le sud de la France, dans les années 20, étaient molestés, tués, les Polonais, les Espagnols. Ma famille était espagnole. Ma mère a connu ce qu'était de la xénophobie lorsque ses parents sont arrivés en France. Et elle l'a vécu dans sa chair, et avec des exemples très concrets. Je ne crois pas que notre société intègre facilement un corps étranger. Mais aucune. Il y a des sociétés. Il y a des sociétés qui sont plus ouvertes que d'autres. Plus ouvertes que d'autres. Je pense... Les anglo-saxons, par exemple? Oui, mais c'est une autre philosophie. Non, je pense aux Espagnols, par exemple. C'est une autre manière d'intégrer, y compris jusqu'à l'assimilation. Nous avons une vision de l'assimilation qui, à mon avis, est un objectif républicain. Je ne suis pas contre l'assimilation, bien au contraire, et même si ça peut me créer des dissensions au sein de la gauche. Mais ne le faisons pas de manière violente, ne soyons pas astringents dans l'assimilation. L'histoire de la France dans son assimilation républicaine est une histoire de violence. Aujourd'hui, tout le monde se gargarise sur l'intégration parfaite des protestants, des juifs, etc. Mais voyons ce qu'ils ont subi avant d'être arasés dans leur spécificité et qu'on ait cette forme de corps français. C'est une violence. Il faut l'accepter. Or, aujourd'hui, l'assimilation, le phénomène de violence politique n'est plus accepté. Il y a ce que Norbert Elias appelait la forclusion de la violence du champ politique. Notre société est moins tolérante à la violence. C'est heureux. Mais ce qui fait aussi que nous devons repenser notre manière de travailler le vivre ensemble. Elle est trop astringente. Pensons-y sans rien négliger ou concéder sur ce qui fait nos valeurs, notre destin et notre narration nationale. Non ? Non, mais là, c'est un point de divergence profond, parce que ce qui me paraît préoccupant dans ce que dit Florent, et il le dit très bien, mais c'est le regard porté sur nos compatriotes et sur la société française. Et en même temps, c'est de dire, finalement, on n'est pas des bons, on n'est pas bons. Parce que d'abord, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui ont de leçons à donner dans ce domaine-là, en matière de capacité à traiter l'autre dans son intégration, dans sa diversité. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et je pense que malgré tout, sur Terre, la France fait partie des pays qui a quand même réussi un certain nombre voilà, dans le temps. Alors, il y a eu beaucoup d'imperfections. À ouvrir ses frontières. La France est un pays aujourd'hui quand même qui a fait une diversité culturelle. On a un problème particulier avec l'islam, mais aussi parce que c'est une population quand même extrêmement importante aujourd'hui. Au regard du quota sur 67 millions de Français, vous avez 5, 6, 7 millions, on ne sait pas exactement, en tout cas de population d'origine arabo-musulmane sur le territoire national. C'est beaucoup et ça s'est fait en 50 ans. Donc forcément, ça bouscule beaucoup la société. Si ça s'était fait sur un temps beaucoup plus long, avec effectivement une dilution peut-être du phénomène, peut-être qu'on aurait mieux géré ça. Voilà. Après, on a des fautes, bien sûr, mais on ne peut pas toujours passer son temps à regarder le problème sous l'angle des fautes qu'on commet. Essayons de regarder le côté positif des choses. Allez, sans transition, troisième et dernier thème de ce match. Cette interview d'Emmanuel Macron à The Economist. Plusieurs phrases fortes à retenir sur différents sujets. Je vous en cite quelques-unes. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. L'Europe disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance mondiale. Il annonce aussi l'abandon d'un projet, celui d'Europa City, au nord de Paris, qu'il a jugé daté et dépassé. Enfin, et c'est là-dessus que je vais vous demander d'intervenir parce que c'est une surprise, il met à mal la règle des 3%. On doit repenser notre schéma macroéconomique. Nous avons besoin de plus d'expansionnisme, de plus d'investissement. Je pense que c'est pour ça que le débat autour du 3% dans les budgets nationaux et du 1% de budget européen est un débat d'un autre siècle. Avant de vous demander votre avis, on va demander à Olivier Cadic ce qu'il en pense. Il est en salle des conférences avec Fanny Conquis. Olivier Cadic, on va revenir sur cette déclaration d'Emmanuel Macron qui parle donc de cette règle européenne des 3% du PIB. Il dit, je cite, c'est un débat d'un autre siècle. Qu'en pensez-vous ? Bien, c'est l'accord qui prend sa base dans le traité de Maastricht. Ça fait partie donc de l'accord qui a vu la naissance de l'euro. C'était ce qui avait été négocié avec nos partenaires. Je ne sais pas si c'est un débat d'un autre siècle, mais en tout cas, nous, on s'est plutôt, en ce qui concerne la France, toujours assis dessus, parce qu'on n'a respecté qu'une seule fois cette règle. Est-ce que vous pensez que là, c'est effectivement un changement de cap, qu'un président dise officiellement qu'il faut s'affranchir des règles européennes ? Non, mais le problème, c'est pas de le dire, c'est que nous, on s'est toujours affranchi de ces règles, on les a jamais respectées. Donc le problème, c'est qu'on est en train de dire que ce qu'on faisait jusqu'à présent, eh bien, on va continuer à le faire. C'est plutôt ça. Et la problématique, c'est que nous avons des partenaires en Europe qui ne vont pas forcément penser comme nous. Et donc, je ne sais pas comment ça va être perçu par nos partenaires qui, eux, pense que c'est une mesure qui reste d'actualité toujours importante. Quelles peuvent être les conséquences, alors, selon vous, de cette déclaration d'Emmanuel Macron ?
Je pense que moi, je l'interpréterais comme l'envie de débattre et de discuter. Je pense que le président de la République a ses raisons, que l'on peut comprendre, puisqu'il affirme aussi dans l'interview une vraie volonté de dynamiser l'Europe, de se développer. Il a raison, il faut investir. On est face à des problématiques importantes, la Russie, la Chine, les États-Unis qui ont évolué. Donc, tout ça est bien décrit. Il faut creuser le déficit pour investir. C'est une bonne idée selon vous ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche de parler comme ça, parce que ça, c'est un comment. La question, c'est quel objectif ? Dans quel monde voulons-nous vivre demain ? C'est ça que j'attends, moi, du président. Et ça, quand il en parle, ça va dans le bon sens. Maintenant, est-ce que ne pas respecter nos règles de déficit, c'est le bon moyen d'avancer ? Ça, c'est à discuter avec nos partenaires. Merci, Olivier Cadic, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous, Fanny, Alexandre Malafaye. Qu'en pensez-vous ? Comment interprétez-vous cette phrase d'Emmanuel Macron qui a quand même surpris tout le monde, hein ? Ce qui est intéressant, c'est que celui qui demande quand même des efforts de gestion sérieux, voire sévères à la plupart des populations françaises, à la plupart des administrations et des collectivités, décide lui de s'affranchir de la règle qui est quand même celle que la France a souscrite lors des traités. Il le suggère. Hein, voilà. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Bon, j'imagine qu'il a une problématique budgétaire auquel il est quand même contraint. C'est celle de la facture des Gilets jaunes, entre autres, et de l'équation qui consiste à bâtir un budget dans un contexte où finalement il a découvert peut-être tardivement, c'est curieux pour quelqu'un qui vient de Bercy, que les recettes augmentaient moins vite que les dépenses, que la croissance n'était pas au rendez-vous, que ça n'était pas sans conséquence. Alors après, est-ce qu'il y a un calcul politique européen derrière, ce qu'on évoquait pendant le reportage, c'est également possible et que ça puisse permettre de nouer de nouvelles alliances entre les uns et entre les autres. Mais enfin, cela dit, le péché originel d'Emmanuel Macron, de mon point de vue, par rapport à sa gestion, en tout cas nationale, c'est de ne pas avoir attaqué son quinquennat, j'allais dire son premier, en tant que son quinquennat, par la réforme de l'État. Parce que pour le coup, il y a un chantier considérable à ouvrir et en réformant l'État, en essayant de le réorganiser, de le rationaliser, j'y pas pour moins d'État, pour mieux d'État, il y a certainement des niches importantes d'optimisation de gestion à trouver et ça aurait été pertinent de commencer par ça en début de mandature. Laurent Badillo, il s'adresse à qui ? Quel est le message d'Emmanuel Macron quand il met à mal cette règle des 3%? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que c'est un chasseur qui chasse beaucoup de proies en même temps. Moi, je ne comprends plus la politique européenne d'Emmanuel Macron. Le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes, je vois, c'est à peu près clair. Le fait de rabrouer la présidente von der Leyen, le fait de s'acharner à parler, à proposer le nom de Madame Goulard, le fait aujourd'hui de remettre en cause la règle des 3% alors même qu'il la défendait, l'éloignement d'avec l'Allemagne alors qu'il remettra de la proximité dans quelques jours. Il y a en termes de gestion de la politique européenne d'Emmanuel Macron une incohérence. Une incohérence qui est liée au fait qu'il ne remporte pas les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le patron de l'Europe. Quand il est arrivé, c'était le discours qu'on vendait. Et aujourd'hui, c'est un joueur parmi tant d'autres. Peut-être parce qu'il s'adapte, peut-être qu'il y a une forme de pragmatisme en fonction des uns et des autres, des réactions. Angela Merkel ne s'est pas beaucoup adaptée et pour autant, elle reste la femme forte de l'Europe. Donc je pense que l'inconstance n'est pas apportée au profit d'Emmanuel Macron, même s'il n'avait pas remporté de succès. Je préfère une constance dénuée de succès plutôt qu'une inconstance dénuée de succès aussi. Sur la règle des 3%, moi ce qui m'amuse, c'est que cette règle-là, elle a été sanctifiée. Je rappelle que l'Union européenne n'est rien d'autre qu'une association régionale politique et qu'on peut donc faire de la politique. Il y a aujourd'hui un débat entre les économistes qui récusent certains la règle des 3% et d'autres qui estiment qu'en termes de politique monétaire, elle est absolument vitale. Je note une chose, c'est qu'on ne l'a certes jamais appliquée, mais enfin on ne s'en s'est jamais totalement affranchi non plus. Donc on n'a jamais essayé en Europe la politique de la relance, sauf lorsque la BCE fait marcher la planche à billets après les crises bancaires au profit des banques. Donc je n'ai pas vu de l'argent dans l'économie réelle. Donc si le président Macron est cohérent, qu'il aille sur une politique de la relance de la demande en Europe, mais donc en France. Or, ce n'est pas la politique qu'il mène en France. Donc, je m'interroge là-dessus. Enfin, c'est un thème de campagne qu'il avait déjà annoncé. Il va vouloir, ce sera la prochaine étape, je vais peut-être être prophète, demander à sortir les dépenses militaires de la règle des 3%, parce que les 2% du PIB mis sur la défense française, qui est en fait la défense européenne, plombent notre règle budgétaire, donc il va demander à les accepter, et il va demander, puisqu'on est dans le deuxième acte du quinquennat et qu'il faut montrer qu'il a une conscience écologique, de sortir les investissements écologiques des 3%. Ça sera les 2 prochaines propositions qu'Emmanuel Macron proposera à ses partenaires européens. Alexandre Malafaye. Non, mais c'est tout à fait possible.
parce qu'on est face à une problématique d'équation budgétaire intenable. Et là encore, je le redis, c'est des systèmes de financement qui reposent sur le déficit et sur l'endettement. Ça a forcément une limite. C'est comme quand Emmanuel Macron dit qu'aujourd'hui, la règle des 1% du budget d'État consacré à l'Union européenne, c'est très bien, mais il faut aussi la remettre en question, pardon. Mais très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les États contribuent davantage. Avec quel système de répartition entre ceux qui contribuent, entre les États qui vont recevoir et les États qui vont donner? Et est-ce que si on veut que l'Europe fasse davantage, parce que c'est aussi ce qu'il suggère dans son article, si on veut que l'Europe fasse davantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elle emprunte et qu'elle s'endette à son tour. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair autour de cette approche-là. Et en tout cas, à mon avis, le système qui consiste à dire je m'exonère des règles et en tout cas je fais en sorte de pouvoir continuer à faire du déficit me paraît pas être un système très pérenne. Ou en tout cas, il est en train d'essayer de les affaiblir. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. À suivre dans LPL, notre grand débat, on va s'arrêter sur les nouveaux chiffres de la pauvreté livrés aujourd'hui même par le Secours catholique. Et le constat est alarmant. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et la précarité augmente pour certaines catégories de population déjà extrêmement fragiles, notamment les femmes et leurs enfants. Avant de s'interroger sur les causes, sur les responsabilités, état des lieux avec Alizé Boissin. Ils sont toujours aussi nombreux à pousser les portes du Secours catholique. L'année dernière, l'association a accueilli près d'1,347 million de personnes, une situation qui s'aggrave pour le délégué général. Alors oui, il y a une aggravation, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas plus de monde qu'avant, mais on a le sentiment qu'ils sont de plus en plus fragiles. Ils sont de plus en plus fragiles parce qu'ils travaillent de moins en moins. Alors ils travaillent de moins en moins parce qu'ils sont inaptes, parce qu'ils sont étrangers, ils n'ont pas le droit de travailler. La précarisation de la population, un bilan partagé avec le rapport de l'INSEE publié en septembre. L'Institut chiffrait l'augmentation de la pauvreté en France à 0,6 points. Le revenu moyen des personnes que nous accueillons, c'est 535 €. Ça a baissé de 5 € depuis un an. Alors on peut se dire 5 €, c'est pas grand-chose, mais si, pour ces personnes-là, c'est énorme, 5 € par mois. Parmi les personnes prises en charge par l'association, il y a d'abord les étrangers. Ils représentent plus de 43% du public accueilli. Mais d'autres profils sont davantage touchés par la pauvreté, les femmes et les enfants. Ils sont 56%. Et les plus de 60 ans. Leur proportion a doublé depuis 2010. Face à ce constat, le délégué général met en garde contre les réformes en cours. Je pense par exemple à la réforme de l'assurance chômage, qui va concerner des personnes qui sont un peu au-dessus du seuil de pauvreté, mais qui va réduire le niveau de leur indemnisation. Et réduisant le niveau de leur indemnisation, nous, ce qu'on craint, on va voir dans les prochains mois ce qui se passe réellement, mais ce qu'on craint, c'est que ça les fasse basculer justement dans la pauvreté. Une pauvreté toujours plus importante, c'est ce que constate aussi l'Observatoire des inégalités. Selon une note publiée en octobre, le seuil de pauvreté a doublé entre 1970 et 2009. Allons plus loin dans le grand débat ce soir avec nous. Olivier Noblecourt, bienvenue, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Yann Brossat, bienvenue à vous également, maire adjoint de Paris en charge du logement, porte-parole du Parti communiste français. Jean-Philippe Delsol, bienvenue, avocat fiscaliste, créateur de l'Institut de recherche économique et fiscale et auteur d'un livre intitulé Éloge de l'inégalité. Véronique Fayet, bienvenue à vous également. Vous êtes présidente du Secours catholique Caritas France, le Secours catholique qui est donc à l'origine de cette étude dont nous parlons ce soir, et c'est pour ça que je vais commencer avec vous et vous donner la parole en premier. Comment vous analysez les choses? Est-ce qu'on peut tout de suite s'interroger sur les causes de cette pauvreté qui non seulement ne régresse pas, mais augmente? Oui, elle augmente et elle touche de plus en plus les migrants qui sont dans des situations de très grande fragilité. Et donc, on observe qu'ils viennent chez nous pour cette raison-là. 44% des 1,5 million de personnes que nous accueillons sont des personnes d'origine étrangère. Alors, certaines sont en situation régulière et tout va bien pour elles, mais plus de la moitié sont en situation irrégulière, en attente de droit, dans une situation instable. Donc on a compris que la situation des migrants est très particulière. Donc les migrants sont dans une situation de grande pauvreté, de grande fragilité, et donc viennent s'ajouter à la cohorte de tous les pauvres Français dont la situation ne s'améliore pas. Donc vous analysez les causes ou pas? Alors il y a des causes multiples, comme toujours. Il y a les questions économiques et d'accès à l'emploi. Par exemple, on n'a que 16% des personnes donc, qui ont le droit de travailler, on ne parle que de celles-là, qui sont dans un emploi. Et malgré l'emploi, d'ailleurs, elles viennent nous voir, donc elles sont quand même dans une précarité certaine. Ce sont ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Voilà, puisqu'elles viennent au Secours catholique, c'est qu'elles ont du mal à joindre et à finir le mois. Donc 16% de personnes qui travaillent, c'est extrêmement peu. C'est dû sans doute à des qualifications soit insuffisantes, soit obsolètes.
obsolètes, soit à des conditions de vie difficiles, quand on n'a pas de logement stable, quand on est dans une situation d'insécurité, c'est compliqué de se mettre vraiment activement dans une recherche d'emploi. On observe qu'il y a seulement 1% des personnes chez nous qui sont en formation qualification professionnelle. Donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque leur formation est insuffisante, ils n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi, et seulement 1% sont dans une démarche de qualification professionnelle qui leur permettrait d'accéder à l'emploi. Voilà. Donc il y a une multitude de facteurs, parce que justement on insiste beaucoup là-dessus, par nos observations et par le rapport statistique, la pauvreté, elle est toujours multidimensionnelle. C'est jamais une seule raison. Quand vous n'êtes que au chômage, mais que par ailleurs, vous êtes dans une famille stable, équilibrée, que vous avez des relations, que vous avez gardé votre logement, vous arrivez en général à vous retrouver un emploi. Voilà. Mais quand tout vient s'accumuler, c'est là que les gens s'enfoncent dans la grande pauvreté. Yann Brossa, vous arrivez-vous à établir des responsabilités, et je pense évidemment à des responsabilités politiques, à ce gouvernement et aux gouvernements qui se sont succédés ces dernières décennies ? On ne peut pas considérer que c'est de la faute à pas de chance. Donc il y a bien une responsabilité politique quelque part. En tout cas, ça doit quand même nous interroger sur les politiques qui ont été menées au cours des dernières années. Or, les chiffres qui sont évoqués sont des chiffres absolument considérables. Plus de 9 millions de pauvres, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un Français sur 7 qui est aujourd'hui en situation de pauvreté, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, parfois des gens qui travaillent et qui aujourd'hui sont pauvres. Moi, je le vois dans nos différents centres d'hébergement d'urgence à Paris, on a un quart des gens qui sont accueillis et qui ont un travail, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont bosser et qui pour autant sont en situation de pauvreté. Bien sûr qu'il y a une responsabilité politique. Ce serait absurde de dire que ce gouvernement-là est responsable des 9 millions de pauvres. Mais enfin, quand même, un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République ont accru la pauvreté. Quand même, les APL, c'est 5 milliards d'euros en moins depuis 2017. Or, les APL, elles viennent au secours de ménages qui, pour une bonne part, sont des ménages fragiles, sont des ménages précaires. Et les décisions qui viennent, notamment sur les indemnités chômage, vont encore aggraver cette situation. Donc, je pense qu'il y a des responsabilités politiques et qu'on n'a pas aujourd'hui une politique qui permet de relever ce défi qui consiste à dire que dans un pays comme le nôtre, on ne doit pas avoir 9 millions de pauvres. Olivier Noblecourt, est-ce que vous ressentez une forme de responsabilité dans la situation et dans ce rapport, un nouveau rapport alarmant sur la pauvreté en France ? Bien sûr, c'est une responsabilité dont nul ne peut s'exonérer. En fait, le constat, on l'a partagé avec les associations, c'est que on est en échec dans nos politiques publiques de lutte contre la pauvreté depuis plusieurs décennies. Et cet échec, il s'est aggravé depuis au moins une dizaine d'années, depuis la crise de 2008. Ce que montre très bien le rapport du Secours catholique, c'est que la pauvreté a changé dans ses formes et que ce qui compte aujourd'hui, c'est non seulement la pauvreté monétaire, il y a des statistiques qui sont gravissimes, parce qu'il y a beaucoup de souffrances humaines derrière, mais c'est la pauvreté qu'on appelle en conditions de vie, la vie quotidienne qui s'est durcie pour les plus fragiles, l'accès à l'alimentation, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'éducation. Et c'est pour cela qu'on peut polémiquer sur des mesures et les responsabilités, et c'est un débat légitime. Elles sont un peu importantes, c'est-à-dire que la mesure des APL, par exemple, effectivement, on peut s'interroger. Vous qui luttez contre la pauvreté au sein de ce gouvernement. Bien évidemment, d'ailleurs, le ministre du Logement a redit ce matin qu'il regrettait cette décision de baisse des 5 euros sur les APL, mais il y a des mesures par ailleurs, et on le verra en 2019, la revalorisation massive de la prime d'activité, la revalorisation de l'allocation. Vous avez espoir que la tendance s'inverse ? Ce que je veux dire, c'est que justement, il ne faut pas se limiter à ces chiffres-là. En 2019, l'impact des mesures redistributives qui ont été décidées à la suite de la crise des Gilets jaunes vont faire baisser assez fortement le taux de pauvreté. Et il ne faudra pas crier victoire dans un an parce qu'on aura des chiffres qui diront diamétralement l'inverse d'aujourd'hui. En fait, il faut sortir, et l'Observatoire des inégalités le dit très bien, de cette lecture statistique et purement monétaire uniquement. Il faut s'attacher et lire vraiment ce rapport. Et la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été annoncée il y a un an, mais qui se déploie à partir de l'année 2019, donc qui est partie du constat qui est celui de ce rapport. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de changer les politiques publiques en investissant dans tout ce qui a été oublié depuis 10 ans, les politiques de prévention, les politiques d'accompagnement humain, les politiques de formation. Véronique Fayet cite cela. Lorsque vous créez des conditions pour que les enfants les plus pauvres accèdent aux crèches, ce qui n'existe pas dans notre pays depuis des décennies, quand vous créez une obligation de formation pour les jeunes aujourd'hui qui en sont exclus et qui à 16 ans décrochent, c'est une décision qui est mise en œuvre. Quand vous créez un service public de l'insertion pour que les allocataires du RSA cessent d'être livrés à eux-mêmes, quand vous voulez créer une automatisation de l'accès aux droits avec le revenu universel d'activité, vous portez des réponses structurantes.
différentes. Qui vont faire du bien et qui vont peut-être faire baisser les chiffres. Et dans le même temps, il faut porter des réponses immédiates. Et je termine là-dessus. Voilà. Mais il y a dès 2019 des solutions sur l'accès à la santé. Je signale tout de même que vient d'être annoncée la création d'une couverture santé solidaire, qui est absolument une complémentaire santé solidaire, qui va concerner 10 millions de personnes en France et qui va baisser le coût d'accès à la santé. Lutte de manière acharnée. Non, je dis qu'il faut être très humble sur le sujet et qu'il faut qu'on constate collectivement que ça fait plusieurs décennies que nous n'y arrivons pas. Il faut changer l'angle d'approche. C'est ce que nous avons commencé à faire. Ça prend du temps, ça demande de l'opiniâtreté, ça demande de changer les outils. C'est ce qui est en cours actuellement. Bien évidemment, ça n'exclut pas la question de la réponse immédiate que demandent les associations aux situations de vie scandaleuses qu'on voit aujourd'hui dans notre pays. Jean-Philippe Delson. Je pense que, comme l'a dit Madame, les causes sont multiples et les solutions le sont aussi. Il n'y a pas une solution unique. Moi, je voudrais insister sur le fait, alors, vous l'avez dit, Monsieur Noblecourt, mais en même temps, pour dire le contraire après, si je puis me permettre. Vous avez dit, il n'y a pas que le monétaire à prendre en compte. Oui, bien sûr, il n'y a pas que le monétaire. Mais en fait, vous nous avez énuméré des idées, des institutions à mettre en place qui coûtent. Et comme toujours, on apporte des instruments qui coûtent, des solutions pour accueillir les gens, leur donner de l'argent, et ça ne sert à rien. Je voudrais simplement donner quelques chiffres qui montrent que, à l'appui de ce que je viens de dire, qu'effectivement, la solution monétaire n'est vraiment pas la seule solution. La France est le pays de l'OCDE et l'un des pays du monde qui dépense le plus en dépenses publiques sociales par rapport à son produit intérieur brut. Et pourtant, elle a le taux d'inégalité et de pauvreté, ou parmi les taux de pauvreté, mais le taux d'inégalité, c'est sûr, le plus élevé par exemple que l'Allemagne qui dépense 20% de moins, donc il y a un paradoxe. Que la Suède qui dépense 12% de moins. Le paradoxe, il est qu'en fait, au-delà du monétaire qui a son importance, il faut trouver les moyens de faire en sorte d'abord que les associations, et le Secours catholique est là, puissent vivre et vivre mieux. Ce sont elles qui connaissent le mieux ces situations et qui doivent être aidées prioritairement. Et puis, il faut aussi que la société, au lieu de continuer à réglementer, ce que vous énonciez, hein, vous proposiez des choses qui allaient s'accumuler, on crée des produits. Mais non, on n'a pas besoin de produits, en tout cas le moins possible. Ou quand vous en créez, détruisez-en deux autres, parce qu'il y en a tellement que les pauvres eux-mêmes s'y perdent. Et donc, en fait, il faut libérer les gens et il faut que l'aide soit conditionnée à, et je termine par là, à un principe absolu, qui soit toujours que, quand c'est possible, ça ne l'est pas toujours, hélas, on le sait bien, et vous le savez, vous, Madame, mieux que nous, quand c'est possible, cette aide tente toujours à responsabiliser les gens plutôt qu'à les assister et les déresponsabiliser. Je voudrais qu'on essaye de comprendre la logique du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Le 10 septembre dernier, Emmanuel Macron revenait sur son plan anti-pauvreté lancé en 2018. Il parlait de premiers résultats concrets. Et il nous disait ceci, il faut muscler la reprise économique et investir dans la lutte contre la pauvreté et l'insertion par l'activité économique. Écoutez comment il voyait les choses très précisément. On a sorti un extrait, je voudrais qu'on l'écoute. Et je le dis en ayant assumé un début de quinquennat où on a beaucoup bousculé les règles économiques pour simplifier les choses, pour libérer l'activité économique. Mais aussi vrai qu'on a libéré l'activité économique, on doit demander aux entreprises maintenant de prendre leur part. Et ça, je crois que c'est très profondément le modèle français. Yann Brossard, on a compris la logique de ce gouvernement. Pour vous, elle ne tient pas, elle n'est pas efficace. Non, mais d'abord, les chiffres sont têtus. En 2018, il y a eu 200 000 pauvres de plus. Donc personne ne peut considérer que ce gouvernement, depuis qu'il est en responsabilité, a amélioré les choses. Non seulement elles n'ont pas changé, mais elles se sont dégradées. Et il y a quand même un certain nombre de décisions concrètes qui ont été prises. Je veux bien qu'on explique que la pauvreté, c'est pas monétaire. Mais enfin, quand même, quand vous avez du mal à boucler vos fins de mois, c'est un peu monétaire quand même. Quand vous n'arrivez pas à remplir votre frigo, c'est quand même un peu monétaire. Parce qu'au moment où vous passez à la caisse, il faut bien payer. Donc, il y a quand même des décisions qui ont été prises. La première, sur les APL. Je veux bien qu'on nous dise, que le gouvernement dise maintenant, c'était une erreur de baisser l'APL. Mais si c'était une erreur, il faut revenir dessus. La baisse de l'APL de 5 €, avec un président de la République qui, à l'époque, s'était adressé aux propriétaires en leur disant « Je vous demande de baisser les loyers de 5 €. On a le droit d'évaluer. Est-ce que les propriétaires ont baissé les loyers de 5 €? Tout le monde sait qu'ils n'ont pas baissé les loyers. Et que donc, c'est une dégradation du pouvoir d'achat pour les ménages qui touchaient l'APL. Deuxièmement, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement depuis quelques jours maintenant sur l'indemnisation chômage qui vont fabriquer des pauvres supplémentaires. 850 000 personnes qui vont voir leur indemnité baisser en moyenne de 20%, 200 000 personnes qui vont se voir totalement
privés d'indemnité chômage. Enfin, on a quand même le droit de se dire que ce ne sont pas des bonnes décisions et que ce sont des décisions qui vont accroître le niveau de pauvreté. Quant aux autres exemples et aux exemples d'autres pays qu'on a entendus tout à l'heure, excusez-moi de vous le dire, en Allemagne, 12,5 millions de pauvres. En Grande-Bretagne, un ménage sur 5 qui est en situation de pauvreté. Donc je veux bien qu'on nous dise que ces pays-là, qui sont des pays qui ont appliqué la doxa libérale à la lettre, ont réussi le challenge de la lutte contre la pauvreté. Mais enfin, quand on voit ces chiffres, on n'a quand même pas le sentiment que les résultats sont formidables. Il y a moins de pauvres en Allemagne. 12,5 millions. Mais sur, plus de 90 millions d'habitants. Sur plus de 90 millions d'habitants relativisés. Avec un taux de travailleurs pauvres qui a explosé depuis les réformes mises en place par Schröder. Véronique Fayet. Oui, je crois qu'il ne faut peut-être pas se laisser enfermer dans cette bataille de chiffres. Bien sûr, on connaît tous, et j'en connais personnellement, des gens qui, en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 800 ou 900 euros, vivent dignement parce qu'ils ont des amis, ils sont aidés, ils ont de l'entourage, etc. Donc, la famille. Le monétaire ne fait pas tout, certes, mais les chiffres sont têtus. Quand nous, on a 1,5 million de personnes qui ont comme revenu médian 535 euros et 20% qui n'ont aucun revenu, on est quand même là, même plus dans la pauvreté, on est dans la misère. Alors, je voudrais revenir sur ce que disait M. Delsol, qui est intéressant. Il disait il faut responsabiliser les personnes. J'ai envie de dire, d'abord, ces gens-là sont responsables. Et c'est vrai que nous, qui les côtoyons tous les jours, on voit à quel point ils se battent. Et c'est justement la grande injustice, c'est que non seulement ils sont pauvres, mais leur courage, leur dignité, leur combat n'est pas reconnu. Ce ne sont pas des assistés, c'est ce et même, voilà, on les traite d'assistés, on les traite de fraudeurs. On trouve qu'ils profitent du système. Alors que, peut-être ne le savez-vous pas, mais dans les ayants droit au RSA en France, et en particulier dans notre population, ceux qui devraient toucher le RSA, 30% ne le demandent même plus. Et dans les étrangers, d'ailleurs, qui auraient droit au RSA, c'est 50% qui ne le demandent pas. Donc les étrangers et les pauvres ne sont pas des profiteurs, ne sont pas des assistés. Ils n'ont parfois même plus accès à leurs droits. Donc ce que nous voulons, nous demandons, nous, d'abord, c'est de changer le regard sur les pauvres, de dire, bon, voilà, ce sont des gens dignes, qui se battent, qui sont courageux, et c'est vrai que je crois qu'il faut leur rendre cet hommage-là. Et deuxièmement, qui n'ont qu'un seul désir, c'est de contribuer à la société française et au bien commun. Ils veulent être protégés. Quand on est vieux, quand on est malade, quand on est au chômage, on a besoin d'être protégés, on a besoin de la solidarité nationale. Eux aussi ont envie d'aller travailler le matin. Mais ils veulent contribuer, et notamment par le travail. Et c'est très flagrant du côté des migrants qui n'ont pas le droit de travailler. Donc leur seule contribution, souvent, c'est d'être bénévole au Secours catholique. Et ils font des choses magnifiques. Donc nous, ce qu'on demande, et je terminerai par là, ce qu'on demande, par exemple, sans cesse au gouvernement, et on n'arrive pas à l'obtenir, c'est justement d'augmenter le RSA. Aujourd'hui, le RSA, c'est autour de 500 euros pour une personne. Donc, c'est la survie. Donc, la personne n'est pas en capacité vraiment de se battre pour retrouver un emploi. Nous, on demanderait que la France investissent sur ces personnes, leur donnent 850 euros, c'est-à-dire le seuil de pauvreté, c'est quand même pas Pérou, plus un accompagnement social très renforcé, plus des accès facilités à la qualification professionnelle. Donc tout ça est plus ou moins quand même dans la stratégie gouvernementale et va se mettre en place. Mais il faut accélérer là-dessus, parce que c'est cet investissement-là qui va vraiment dire aux gens... Chouette, on a confiance en moi, donc j'y vais, j'y crois et je vais retrouver un emploi. Un cercle vertueux. Pour alimenter la discussion, je voudrais mettre le doigt sur un télescopage de deux actualités qui posent quand même question, et je vais vous interroger sur ce point, Olivier Noblecourt. Il y a d'abord cette suppression annoncée de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Il y a des économistes et des sociologues qui ont signé une tribune dans Libération et ils s'insurgent. Ils posent cette question. Les pouvoirs publics chercheraient-ils à casser le thermomètre pour ne plus voir le malade? Dans le même temps, on apprend que la rémunération des patrons du CAC 40 a fortement augmenté en 2018. Elle a grimpé de 12,4% sur un an. C'est moins qu'en 2017 où la hausse avait été de 14%. Mais pour la première fois, elle atteint un record, 5,8 millions d'euros en moyenne, du jamais vu depuis 2003. Alors j'entends bien que peut-être on mélange un peu tout, sauf que je me mets à la place du téléspectateur qui voit toutes ces infos et qui voit aujourd'hui cette émission sur ce rapport sur la pauvreté qui augmente. Comment on peut voir les choses ? D'abord, il faut vérifier les informations, y compris quand elles sont dans des tribunes. Il n'y a absolument pas de suppression de l'ONPES sous la forme telle qu'elle a été présentée de manière très caricaturale. L'ONPES est fondue dans une réforme du Conseil national de lutte contre l'exclusion et ses moyens de recherche vont être augmentés. Donc les procès d'intention, au moment où on met 8,5 milliards dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, on met des moyens considérables, inédits, y compris avec France Stratégie en termes d'évaluation et de suivi de la pauvreté dans notre pays, en termes de recherche. Donc au contraire, le thermomètre va être largement amélioré. Ensuite, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Véronique Fayet, parce que c'est ça le cœur du sujet de société qu'est le nôtre. Pendant plusieurs années, on a laissé dériver la société, où finalement on a considéré
que les prestations monétaires, et certes ça n'est pas tout, le monétaire, et en même temps c'est essentiel, bien évidemment dans la vie quotidienne, c'est le premier point pour les plus vulnérables. Mais on a considéré que les prestations monétaires c'était le solde de tout compte de la solidarité publique. Et qu'en fait les gens devaient toucher leurs prestations et se débrouiller eux-mêmes après. Et on a désinvesti les politiques d'accompagnement et on en est arrivé à ce débat surréaliste où on a culpabilisé les individus, on a fait porter sur les individus leur propre responsabilité de la pauvreté. Et c'est là où nous sommes en accord total avec Véronique Fayet et les associations de solidarité, c'est que ce que nous voulons réinvestir, nous, parce que nous croyons dans le modèle social français qui est construit sur des garanties collectives. C'est la responsabilité de la collectivité, pas seulement pour donner des aides monétaires, il faut améliorer le système, c'est ce qu'on va faire avec le revenu universel d'activité, mais aussi pour accompagner les gens. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui qui nourrit la pauvreté, c'est le sentiment de dépossession de leur vie par les plus fragiles, qui ont le sentiment que le système les broie et décide de leur vie à leur place. Donc il faut remettre les personnes en situation de pauvreté au cœur du fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez 11 000 acteurs de terrain qui portent la stratégie de lutte contre la pauvreté. Vous avez tous les départements qui sont engagés. On a changé totalement la gouvernance des politiques sociales au niveau de l'État en quelques mois. Évidemment que ça monte en charge, mais c'est en cours. Et puis nous avons réinvesti les politiques d'accompagnement, pas seulement celles qui vont vers l'emploi, même si ça doit être le but de tout accompagnement, médico-social. Médico-social, on augmente de 30% les moyens d'accompagnement médico-social. Et puis les accompagnements vers l'emploi. L'extrait que vous avez montré, c'est 1 milliard de l'État en plus pour l'insertion par l'activité économique. C'est le dispositif le plus efficace aujourd'hui pour ramener les personnes les plus éloignées du marché du travail sur la voie de l'emploi. On va passer de 130 000 personnes accompagnées chaque année à 230. Donc on a créé dès l'année 2019 50 000 capacités d'accompagnement vers l'emploi en plus pour les allocataires du RSA. Donc ce sont des politiques qui prennent du temps. Ce sont des politiques qui ne créent pas des nouveaux gadgets ou du consumérisme d'argent public. Non, ça permet de faire ce beau concept que les économistes connaissent bien, qu'on appelle l'investissement social. C'est-à-dire investir en effet sur la formation des individus, sur l'éducation. Il y a un prix Nobel d'économie, James Heckman, qui a théorisé cela, l'investissement dans la petite enfance. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le social. J'ai été élu local, j'ai été militant et responsable associatif. J'habite dans les quartiers populaires et je les connais. Et je peux vous dire que les discours monétaires et les discours sur l'impuissance publique, on les entend depuis 20 ans. Ayons l'humilité de tenter autre chose et d'avoir la robustesse de le faire sur le long terme. Alors il y a peut-être un autre point qui va venir noircir le tableau, et vous l'avez déjà évoqué Yann Brossa, mais on va aller en salle des conférences, c'est la réforme de l'assurance chômage. L'ancien ministre de l'économie Michel Sapin sur Europe 1 la semaine dernière nous dit que c'est une réforme brutale et injuste qui va créer plus de pauvres. On va demander à Bernard Delcros ce qu'il en pense. Il est sénateur Union centriste et il est au micro de Fanny Conquis dans la salle des conférences, et je vous donne la parole ensuite, Jean-Philippe Delcros. Merci. Bernard Delcros, est-ce que vous craignez que les nouvelles règles de l'assurance chômage puissent aggraver la pauvreté en France ? Alors déjà, la pauvreté en France est un vrai sujet qui dépasse la question du chômage. Concernant la réforme de l'assurance chômage, donc elle va se mettre en œuvre à partir de novembre et de façon progressive, avec un certain nombre de mesures qui étaient nécessaires, je crois, notamment pour les plus hauts revenus, avec une dégressivité, mais aussi avec maintenant la nécessité d'avoir travaillé au moins 6 mois, là où était nécessaire 4 mois sur les 2 ans pour pouvoir prétendre au renouvellement. Les règles vont être plus dures, donc ça peut précariser certaines personnes qui étaient sur le fil. Ça peut fragiliser un certain nombre de personnes qui sont sur le fil. En même temps, il faut replacer ça dans le cadre d'une situation de l'emploi qui s'est nettement améliorée. Mais la pauvreté dépasse largement la question des demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, la pauvreté s'accroît en France. Les écarts de richesse augmente. Quand je dis aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années et des années. Il y a des rapports intéressants qui ont été publiés, un rapport du Secours catholique tout récent qui alerte là-dessus. Il y a eu un rapport du Conseil économique, social et environnemental aussi en 2019. Et donc je pense qu'il faut apporter des réponses à cela. Alors justement, quelles sont les réponses? Parce que là, on voit que les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Aujourd'hui, vous avez 9 millions de personnes qui ont moins de 1 000 euros, ou guère plus de 1 000 euros par mois. C'est ce qu'on appelle la pauvreté, le seuil de pauvreté. 5 millions de personnes qui ont un revenu mensuel inférieur à 885 euros par mois. Je suis d'un département très rural, des retraités agricoles qui ont 500, 600, 700 euros par mois. Ça n'est plus possible de vivre parce que les charges augmentent à côté. Et le traitement des déchets ménagers, les services de l'eau, de l'assainissement, tous ces services augmentent, la fiscalité également. Et donc, au final, les gens n'arrivent plus à faire face. Est-ce que vous avez le sentiment que la politique qui est menée aujourd'hui va dans le bon sens? Avec des publics qui sont particulièrement fragilisés, je vais répondre à votre question, notamment les femmes isolées, notamment les personnes plus âgées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire plus. Alors le gouvernement a redonné du pouvoir d'achat. La suppression de la taxe d'habitation, c'est quand même une façon de redonner du pouvoir d'achat ou de
d'atténuer les charges de ces personnes-là fragiles ou de ces familles-là. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et en tous les cas, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un revenu minimum social qui soit assuré pour permettre à une personne, quelle que soit sa situation, qu'elle soit en activité, qu'elle soit retraitée, qu'elle soit demandeur d'emploi, de pouvoir tout simplement survivre, parce qu'on en est là. Je vous le redis, des agriculteurs retraités avec 700 € par mois, ils ne peuvent plus faire face aux charges aujourd'hui. Merci. Donc c'est une priorité, c'est une urgence pour moi. Merci Bernard Delcros d'avoir répondu à nos questions. Et merci Fanny, Jean-Philippe Delsol. Je crains que ce monsieur ne connaisse pas véritablement la situation et les dispositifs fiscaux en vigueur, parce que les gens qui sont dans l'extrême pauvreté ne payaient déjà plus la taxe d'habitation. Oui. Donc ce n'est pas ça qui va les aider. Il faut être très concret, et je partage tout à fait, bien sûr, cette idée que beaucoup d'entre eux, de ces gens qui sont dans l'extrême pauvreté, veulent s'en sortir. Il ne s'agit pas du tout de ça, bien sûr. Je dis que toute aide devrait être soumise à ce principe qu'elle doit les aider à se responsabiliser plutôt que les assister. Et vous avez parlé du chômage, on vient d'évoquer les nouvelles règles qui me paraissent d'ailleurs plutôt aller dans le bon sens, mais de manière très insuffisante. Et là, je vais revenir sur ce que disait M. Brossat. En fait, oui, je pense qu'effectivement, beaucoup de chômeurs, pas tous, loin de là, bien sûr, mais un certain nombre, qu'on ne peut pas évaluer d'ailleurs, c'est peut-être le problème, profitent d'un système qui n'est pas bon, parce qu'il les conduit à ne plus travailler. Et on va prendre l'exemple que donnait monsieur le sénateur à l'instant. Oui, il y a aujourd'hui des règles qui disent 4 mois sur les derniers 24 mois et on a le chômage. Eh bien, dans beaucoup de stations balnéaires, je prends cet exemple parce qu'il est connu et patent. 4 sur 28. Eh bien, il y a un certain nombre de gens qui travaillent 2 mois par an, juillet-août, et puis qui le reste du temps travaillent un peu. Mais ce n'est pas déclaré. Et on touche le chômage. Alors, c'est ce genre de mécanisme qu'il faut véritablement... C'est-à-dire les effets pervers de cette Ce sont tous les effets pervers. Et cette réforme va y mettre un terme ? Quand j'ai dit attention... va y mettre un terme pour le moment, je n'ai pas entendu ça. Sauf que la nouvelle loi va aider à atténuer le principe, puisqu'il faudra 2 mois de plus en 26 mois, je crois. Donc, évidemment, ça... Peut-être 24. Enfin, c'était pas clair, me semble-t-il. Mais bon, peu importe. En tout cas, ça va effectivement contraindre à travailler un peu plus ceux qui le faisaient le moins possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas aider monétairement les plus pauvres. Il faut le faire avec des principes que j'ai rappelés. Et je ne veux pas du tout dire que, notamment les associations qui sont en charge de ces gens-là, n'en ont pas ce souci permanent, bien sûr. Je veux dire qu'il faut le faire. Mais en même temps, il faut revoir nos enveloppes monétaires. Et je viens de donner cet exemple du chomage. Et je voudrais encore en prendre 2 minutes pour répondre à la question que vous posez. Moins de 2 minutes, si vous permettez. Eh bien, moins, mais à laquelle vous n'avez pas répondu. On ne vous a pas répondu. Oui, il y a des gens très riches. Et oui, il y a des gens très pauvres. Ceci dit... de plus en plus riches et de plus en plus pauvres. Non, ils ne sont pas de plus en plus pauvres, ou ils ne sont pas de plus en plus pauvres partout. Dans le monde, depuis 35 ans, l'extrême pauvreité s'est réduite de manière considérable. De la France, Chez M. Trump, oui, le M. Trump qui fait souvent n'importe quoi. On parle de la pauvreté. Non, mais mais en France aussi, parce que... Et le problème de la France, si vous voulez, par rapport à l'Amérique, c'est pour ça que je donne cet exemple, c'est qu'il n'y a pas assez de croissance. Et pourquoi il n'y a pas assez de croissance ? Parce qu'il y a une économie qui est sclérosée. Et il faut la libérer. Allez, Yann Brossat. Je veux bien tout entendre, c'est le propre du débat. Simplement, expliquer qu'on a en France des chômeurs qui profitent d'un système et qui sont bien contents de leur sort, ça ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, si vous permettez qu'on donne 2-3 chiffres, parce que vous dites « j'ai l'impression » qu'il y a des chômeurs qui profitent du système. La réalité, monsieur, c'est que 50% des chômeurs ne touchent aucune indemnité, que 40% des chômeurs touchent moins de 500 €. Donc qu'on aille expliquer que des gens profitent du système, quand on a ces chiffres-là en tête, quand on a la réalité sociale que cela représente en tête, c'est une provocation au regard de ce que vivent ces hommes et ces femmes-là qui n'aspirent qu'à une seule chose, être utiles dans la société, retrouver un travail et donner de la fierté à eux et à leur famille. Mais simplement... Je voulais quand même revenir sur une chose que disait Olivier Noblecourt et que j'entends. Vous dites le gouvernement a une stratégie à moyen terme, je l'entends. Simplement, à court terme, ce que vivent bon nombre de pauvres, c'est une aggravation de leur situation du fait des décisions gouvernementales. Donc la stratégie à moyen terme, très bien, pour reprendre pied dans la société, ok. Mais à court terme, quand on a du mal à boucler ses fins de mois, je ne vois pas en quoi le gouvernement aujourd'hui résout ce problème. Olivier Noblecourt et Véronique Fayet. En 2 mots, il y a des mesures immédiates sur l'accès à l'alimentation, vous en avez entendu parler, sur l'accès à la santé, sur l'accompagnement vers l'emploi, des revalorisations monétaires dès 2019, la prime d'activité. C'est évidemment énormément de redistribution pour un grand nombre de ménages en situation de pauvreté, mais ce qu'il faut retenir, moi je trouve le débat sur la culpabilisation des chômeurs détestable. On a une réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens demandent d'abord à être accompagnés, les chiffres que vous citez sont vrais. N'oublions jamais que
que derrière le chiffre des chômeurs, il y a les réalités de ceux qui ne sont même pas au chômage parce qu'ils sont très éloignés. Cela, pour citer un autre chiffre, 1 sur 2 d'allocataires du RSA, 6 mois après son entrée dans le RSA, par exemple, n'a aucun accompagnement. Donc il faut qu'on prenne soin de nos garanties collectives. C'est pour ça qu'il faut équilibrer un minimum la gestion de l'UNEDIC. On verra ce que donnent réellement ces mesures, parce que nous sommes dans un moment où en effet le marché du travail est dynamique. Donc il y a des projections qui sont alarmantes. On est évidemment inquiet de cela et on va le suivre. Mais ne jouons pas là-dessus les Cassandres. La réalité, c'est que les plus éloignés et ceux dont parlent les associations en permanence, ce sont eux qui sont les plus livrés à eux-mêmes, encore plus que les demandeurs d'emploi, y compris de longue durée. Et donc, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, nous renouons avec des politiques d'accompagnement humain. Dès 2019, ce n'est pas du moyen terme. Il y a des postes aujourd'hui qui ont été créés cette année qui vont au-devant des plus fragiles. Des maraudes. Moi, je dirais qu'il y a partout des fraudeurs et des tricheurs, des chômeurs, des migrants, des avocats peut-être, des médecins. Voilà. Dans toute la société, il y a des fraudeurs et des tricheurs. Ce qui est détestable, c'est qu'aujourd'hui, au motif que quelques-uns fraudent ou trichent, peut-être, sans doute, et il faut les pourchasser et les punir, à ce motif, on crée des lois punitives. Par exemple, sur les migrants, là, il y a 2 jours, je regrette, mais au motif qu'il y a des abus sur les questions de santé, eh bien, on va rendre l'accès à la santé pour les personnes migrantes, et notamment pour les demandeurs d'asile, plus compliqué, avec des délais d'attente, des délais de carence. 3 mois qui a été voté cet après-midi. Donc, est-ce qu'on pourrait raisonner autrement, autrement qu'être dans la suspicion, la défiance vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des migrants? C'est une méconnaissance de la réalité, selon vous? Absolument, absolument, puisque nous, c'est vraiment pas ce qu'on voit. Nous, on voit, comme le disait mon voisin, des gens qui sont plutôt dans la volonté de contribuer. Donc, est-ce qu'on pourrait bâtir une société de confiance, où on se ferait confiance, voilà, où il y aurait de toute façon toujours quelques tricheurs, parce que malheureusement, c'est humain, mais où on pourrait envisager les choses d'une autre façon et de manière plus positive, dans la confiance qu'on se ferait l'un à l'autre. Et bon, pour moi, ça s'appelle la fraternité. En 10 secondes, Jean. En 10 secondes. Moi, je n'ai pas parlé des fraudeurs et des tricheurs. Les gens qui utilisent le système, ils l'utilisent tel qu'il est, ils ne fraudent pas. Et le déni que vous faites les uns et les autres, face au courage que j'ai de vous dire la réalité, c'est un déni qui alimente le populisme que vous combattez. C'est faux, il faut très loin pour dire ça. Désolée, je vous invite à en discuter en dehors de ce plateau. Merci infiniment d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini. Son invité politique, c'est David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et eurodéputé. Très bonne soirée sur Public Sénat.